Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bonjour et bienvenue dans le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Lélina, l'animatrice de ce podcast, accompagnée aujourd'hui de Tomelk. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Ah, ciao. Ciao. Ok. Aurore. Buongiorno. Ok, d'accord. Et Lovla, c'est l'escalade. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? C'est pas du tout un épisode sur les langues, hein, sur l'interculturalité, non. Aujourd'hui, un épisode sur les exigences, compliqué à dire. Et notre question introductive est... Quel est le critère que vous aviez dans votre recherche de partenaire que vous avez progressivement lâché? Bon, allez, je vais commencer. Alors, il fut un temps, j'étais sur OkCupid. Et sur OkCupid, alors il y a les critères que tu peux mettre en recherche, mais il y a aussi plein de choses pour se définir. Et moi, j'avais mis sapiosexuel. Oh Parce que je trouvais la lourdeur. Je disais oui, moi, je cherche des gens intelligents. Et maintenant, quand j'y Maintenant, repense, tu je cherches me des dis, gens mais quel cons. connard. Parce que bon, oui, je suis attiré par des personnes avec qui je peux avoir des discussions intéressantes, mais bon, il faut pas 125 de QI, quoi. Enfin, Et encore, 125, ça reste... 130. C'est son... Je sais pas où tu mets la barre, mais... Non, mais oui, voilà, tout le monde a envie d'avoir des conversations sympas. Non, moi, je veux quelqu'un de con. Enfin, oui, c'est clair que... Mais oui, non, mais ça, c'était quelque chose où on se rendait pas compte. Maintenant, on est là en mode problématique. Et il y a quelques années, c'était une manière de dire, moi, je ne regarde pas les corps, je regarde les esprits, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Et du coup, ça, c'est bon. Tu t'en es Oui, sorti. je suis passé... je me suis dit que c'était un peu hypocrite. Fallait abandonner tout ça. Alors, de mon côté, j'ai longtemps voulu dater des gens qui avaient vraiment exactement mon âge. Genre, vraiment, c'était un mouchoir de poche. Alors, je pense que la personne pouvait avoir 2 ans de moins, 2 ans de plus, mais genre, pas plus. Ce qui est faux parce que mon premier copain avait 4 ans de plus que moi. Donc, à 18 ans, apparemment, j'avais pas les mêmes critères, mais je sais pas. Mais il y avait quand même un truc de, il faut pas que ce soit beaucoup. Il faut quand même qu'on ait l'air un peu d'avoir le même âge. Et si la personne est, plus jeune ou plus âgée, même de 5 ans, 6 ans, ça me paraissait vraiment... j'arrivais pas à le considérer, quoi. Et dans ma vie, ça se voyait aussi parce que vraiment, je ne désirais que des personnes qui avaient exactement mon âge, quoi. Il y avait un truc de... j'avais un moment dans ma vie où je trouvais que je désirais plein de mecs, mais c'était que des mecs de mon âge, quoi. Si le mec avait 7 ans de plus, tout d'un coup, c'était plus possible que ce soit une personne que je désire, quoi. Et du coup, ça, en me mettant là à redater il y a quelques années plus, c'est vraiment quelque chose qui a complètement sauté. J'ai encore mes nouveaux critères. Je crois que c'est 26 à 42 ans. Alors, j'ai jamais daté personne de 42 ans, mais j'ai décidé que c'était mon âge maximal. Après, ça évolue avec l'âge que j'ai, évidemment. Peut-être que l'année prochaine, ce sera 43, on n'en sait rien. Mais voilà. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai besoin d'avoir de la maîtrise sur un nouveau standard que j'ai, mais je l'ai quand même beaucoup élargi par rapport à ce que c'était avant, quoi. Et de fait, je date des personnes qui ont au-dessus de 35 ans, quoi. Voilà. Incroyable. Je dirais la taille, la hauteur. La hauteur, je précise la hauteur. Altitude. Mais c'était un truc que je disais, enfin pas spontanément, quoi. Quand t'es au collège, tu veux qu'il soit comment? Qu'il soit sympa, grand, alors que enfin où il y a vraiment une nette différence comme chez les animaux. Enfin encore, c'est même chez les animaux, c'est souvent l'inverse. C'est souvent les femelles qui sont très très grandes par rapport aux mâles. Chez les guppies, c'est assez sympa. Mais je tape sur Google. Mais enfin bon voilà, où vraiment tu te dis nettement, il est nettement plus grand. Ouais, en fait finalement je sais pas, je m'en fous. J'avoue que j'ai eu ça aussi. C'est vraiment quelque chose de social très fort. Moi, je voulais en plus vraiment,
c'est mon ex-copain, il faisait 2 mètres, quoi. Il y avait vraiment un truc de, pas juste, il y avait un truc de, il faut pouvoir mettre des talons et qu'ils soient quand même, c'était une règle absurde, genre, C'est la même avec règle. des talons, ouais, c'est ça, même avec des talons, il faut qu'on ait au moins la même taille, voire que la personne soit plus grande. Et moi, j'étais vraiment en mode, non, c'est pas juste des talons, c'est genre, je veux vraiment que la personne, je dois regarder vers le haut. J'aimerais que la personne touche le plafond. C'est ça. Si elle touche pas le plafond dans chaque endroit où on est, ça m'intéresse pas, quoi. Et ça, vraiment, pareil, j'y suis revenue en mode, mais c'est absurde. Enfin, Faut toujours qu'il ait l'impression que je le suce un peu quand je le regarde. Oh là, mais horreur. C'est le dernier épisode de l'année, là, de la Je saison. mets tout dedans, j'ai rien mis et là. Très bien. Et Love là, c'est quoi? Alors moi, je pense que c'est parce que j'ai un complexe d'Oedipe inversé. Et comme mon père est chauve, je voulais quelqu'un qui a beaucoup de cheveux. Genre, c'était super important pour moi, quelqu'un qui est très bouclé, voilà. Et en fait, l'âge avançant, en fait, les hommes perdent leurs cheveux et finalement, il n'en reste pas moins séduisant. Alors, je ne cherche pas d'homme actuellement, vu que j'ai toujours le mien. Qui est toujours chevelu, Qui est d'ailleurs. toujours chevelu. Mais voilà, je pense que c'est un critère un peu juste. Genre, je voulais pas que le mec ressemble à mon père, mais bon, à 18 ans, peu d'hommes sont chauves. Hein. Enfin, Ouais, quand c'est j'ai vraiment trouvé pas mon de mec, chance, quoi. oui, c'est ça. Donc bon, voilà. Critère que j'ai lâché. Ouais, ben, c'est des critères vraiment très classiques, la taille, les cheveux, enfin vraiment, ouais. Ah, la taille, moi j'en ai souffert. Non, mais c'est facile de dire que c'est plus un critère quand ton mec il est tout lui. Exactement. Vraiment, je ne bouille pas. Non, mais bon, je pense que j'ai trouvé des hommes séduisants qui étaient chauves, quoi. Je plaisante. Oui, tu disais, Tomel, que la taille, ça avait été un enjeu. Ça a été un enjeu pour toi dans ta dating life. Bah, pas vraiment dans ma dating life, mais au collège et au lycée, j'ai envie de dire. Enfin, oui, forcément, c'était un critère qui était assez commun. Et étant plutôt parmi les plus petits de tous les groupes dans lesquels j'étais, oui, c'était limitant, quoi. Ah, mais c'est clair que c'était vraiment un critère autoritaire. Il y en avait Ouais. qu'un. Moi, je pense que longtemps, j'étais là en mode, c'est mon seul critère physique, comme si ça le rendait plus Ah oui, t'as le droit. acceptable Oui. que ce soit le seul, en mode, j'en ai aucun autre, mais juste celui-là, quoi. Mais en fait, il y a un truc de quand même, mais c'est ce qu'on a fait nous, c'est peut-être, voilà, les préférences de chacun, mais en fait, c'est de se rendre compte si tout le monde a le même critère, il y a une chance que ce soit quand même pas le tien au fond, quoi, et qu'avec le temps, tu dises, vrai. est-ce que c'est mon critère ou est-ce Ouais. que juste. Bah après, ça fait statistiquement, ça dépend si t'es très grande ou pas, mais il y a certaines filles où ça va être facile pour elles de trouver un mec qui sera plus grand, qu'elle. où c'est pas complètement. Oui, mais il y a aussi des femmes, et j'en connais, Bah parce que oui, ma oui. sœur, c'est le cas, Ouais. qui sont en couple avec des hommes bien plus petits qu'elles, et c'est OK. Ah non, mais bien Oui. sûr que c'est ok. Et moi, Mais- ça me poserait. Enfin, Mais pas c'est- du tout un enjeu, quoi. Enfin, Mais c'est vrai que derrière la taille, il y avait un côté un peu comme moi. Je suis pas géante, mais je suis pas non plus. Je suis la plus petite des plus grandes. Je suis la plus petite des grandes en général. Et je suis pareil, je suis pas toute mince. Et il y avait un peu un enjeu de j'aimerais bien ne pas avoir l'impression d'être la femelle guppy, justement. oui, non, mais ça, mais c'est C'était des. un enjeu un peu Mais aussi. c'est des enjeux genrés aussi ouais. d'avoir envie en tant que femme d'être genre protégée, enveloppée. Même il y a un truc de, je sais pas, bon bref. Mais en vrai, C'est vrai que tu t'es énervée sur cette fin de conversation. non mais. Enfin bon, bref. Ouais. Non mais voilà, pour avoir après daté plein de personnes avec plein de physiques différents, je trouve que c'est agréable toute cette diversité de physique, même dans la sensorialité. Enfin vraiment, c'est plein d'expériences différentes, quoi. Pourquoi s'en restreindre à une, quoi. Après, vous avez le droit d'être en couple longtemps et pas de. Bref, bon. Non, mais puis après, dans le même sens, mais de manière inversée, il y a des femmes qui sont très grandes et qui en souffrent aussi Oui, parce ah que bah, oui. des hommes plus petits qu'elles, même s'ils font 1m75 ou 1m80 et qu'elles font plus, ne s'imaginent pas être avec une femme plus grande, quoi. Ouais. Et du coup, ne l'envisagent même pas de cette manière-là parce Oui. que. Et là, alors, si c'est on juste fait un pas critère possible. pour tous, il faudrait avoir un système vraiment autoritaire où moi, j'aurais pas eu le droit de date avec 1m70, de sortir avec le mec de 2 mètres, de le laisser à d'autres et de faire des matchs par taille, quoi. Bon, passons à l'introduction. Love là. Oui, j'avais envie qu'on parle des exigences et des critères qu'on a, déjà parce que cette question, elle a l'air de soulever déjà beaucoup de réactions, donc je pense que ça montre qu'il y a un sujet. Et aussi parce que je suis tombée, comme vous le savez, je regarde assidûment Love is Blind, et sur une scène donc, qui m'a particulièrement marquée, et que je vais vous retranscrire ici grâce à l'aide de Tomelk. Donc il s'agit d'un couple, Kat et Freddy, qui font du shopping. Donc moi je suis Kat et Tomelk et Freddy. C'est parti. Les virées shopping, tu voudrais les faire avec moi ou me laisser seule ?
Je viendrai avec toi. Je me mettrai sur le canapé. J'aurais l'impression de te traîner. Ce serait le cas. Dans les centres commerciaux, les hommes sont assis. Les femmes font leurs affaires, les hommes attendent. Je ferai ça. Je ne suis pas accro au shopping, mais tu es mon compagnon. Je veux faire du shopping avec toi. D'accord, je n'en parlerai plus. Alors, Vous avez très bien joué. Alors, au-delà du fait qu'il y a plusieurs niveaux de problématiques dans ce passage, on va pas tous les relever. Cette question, elle a soulevé cette situation, elle a soulevé une question chez moi. C'est est-ce que j'ai besoin de mon compagnon pour faire du shopping ? La vérité, c'est que je ne fais pas de shopping dans les magasins car je déteste ça. Et quand mon compagnon veut faire du shopping, c'est très rare que je le fasse avec lui pour les mêmes raisons. Je n'aime toujours pas les magasins. Donc ça a étonné ma mère parce que un jour elle m'a dit mais quand même tu pourrais y aller avec lui, comme ça tu pourrais lui donner ton avis. Et je me suis donc remise en question. Je me suis dit mais je lui ai demandé est-ce que tu voudrais que je vienne avec toi faire du shopping ? Et est-ce que pour toi c'est important que je partage ce moment avec toi ? Et il m'a dit mais non, je m'en fiche. Donc, ce qui me frappe dans cet exemple, qui est assez anodin, c'est qu'en fait, il existe des exigences qui apparemment sont incontournables pour certaines personnes, mais qui sont absentes chez d'autres. Donc, certaines personnes attendent de leur partenaire de vie qu'il soit présent lors du shopping, mais ça peut être autre chose. Ça peut être aussi, j'en parlais, des personnes avec qui je fais de l'équitation qui sont là en mode « Quoi, mais ton mec ne t'est même pas venu te voir faire de l'équitation ?» Et je suis là en mode bah, « Non, je m'en fiche un peu. » On peut aussi exiger peut-être que le partage des tâches ménagères, ça me paraît être une exigence peut-être plus crédible que d'aller faire du shopping, mais voilà. Enfin, en tout cas, d'autres espèrent probablement tomber, donc voilà, c'est ce que je disais sur quelqu'un qui partage leur centre d'intérêt ou autre. Mais du coup, ce qui m'intéressait, c'était pour vous, donc ces critères et ces exigences, comment ils façonnent les attendus et les vécus de vos relations. Qu'est-ce qu'on peut légitimement demander à un ou une partenaire et quelles sont les limites qu'on peut poser à la rencontre. Est-ce que vous avez en tête une liste de critères quand vous rencontrez quelqu'un ? Et donc, c'est de tout ça que je voulais vous proposer de discuter. Trop bien. Oui, juste en introduction, moi, quand tu as parlé du shopping ou quoi, j'ai pensé au voyage, que c'était mon plus grand enjeu d'être là en mode quoi, tu ne pars pas en voyage avec ton mec. Ça a vraiment toujours été quelque chose qui choquait les gens. Et où moi, j'étais là, je sais pas, on se voit tout le temps, on fait des trucs ensemble, mais genre, je peux aussi partir en voyage avec mes amis ou seule. Enfin voilà, donc Mais c'est clair. Je trouve que c'est parce qu'il y a l'enjeu du regard de l'extérieur sur la dynamique de ton couple, mais je trouve que ce qui est hyper intéressant dans ce dialogue, c'est la dynamique entre deux, qui est, je suis là, mais c'est hyper enfin, oui, tu peux regarder ça de l'extérieur et te dire, bah moi je m'en fous, mais dans le fond, ce qu'elle est un peu en train de dire, c'est j'aimerais faire, enfin, c'est pas une question de besoin ou pas besoin, c'est j'aimerais, ça me ferait bien plaisir, Ouais. et ils n'arrivent pas à connecter, enfin, ils n'arrivent pas à voir le côté, enfin, ils connectent. En fait, il n'arrive quoi. pas à dépasser la posture pour entrer dans quelque chose d'aller plus loin et de répondre à son besoin à elle qui est de partager autour du shopping. Ouais, ou de se retrouver au milieu. Elle pourrait dire bon, ok, c'est pas un truc qui te plaît, comment je peux rendre ça amusant, et comment lui, ok, ça me plaît pas, comment je peux rendre ça. Oui, ou essayer de se peut-être je vais rejoindre. pas au shopping avec toi, mais par contre quand tu rentres, ok, on en fait un petit On fait un moment où je te défilé, présente toutes mes ouais, affaires et que ouais. du coup c'est une manière qui me convient mieux et qui, c'est clair, plein de compromis possibles. Du coup, je te propose Lovla de continuer avec ta première partie. Ouais. Vraiment, je suis trop excitos pour cette partie. Tu vas raconter ça, tu vas raconter ça. Qui veut raconter sa vie ? Oui, parce que du coup, comme donc ce sujet m'est venu, je me suis dit, mais il faut que je pose la question à des gens qui sont très différents de moi et comment je peux atteindre ces gens. Et j'ai trouvé Reddit. Donc On l'a jamais fait encore de parler à Reddit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit post sur Reddit qu'on pourra peut-être mettre carrément. en description, comme ça les gens pourront voir. L'ensemble des commentaires laissés. Et donc, j'ai mis « Quelles sont vos exigences ?» Ah, d'ailleurs, j'ai oublié un mot dans le titre. Bref. Tu l'as mis dans quel Alors, je l'ai mis dans le subreddit « Trop peur de demander ». Je l'ai mis en anglais aussi dans une autre truc, et je crois que je l'ai mis aussi dans relations ou un truc comme ça. Et c'est vraiment sur trop peur de demander que ça. Que ça a pris. Voilà. Donc j'ai mis quelles sont vos exigences en matière de relations amoureuses. Et donc j'ai eu plein de réponses. Donc je vais vous partager quelques-unes des réponses. Donc il y en a une que je trouve absolument absurde. On dirait une liste de courses. La fille doit, 2 points. Wow. Ça commence mal. Pas fumer, être fine, avoir des longs cheveux noirs lisses. Ah ouais. T'es là, Okay. déjà, enfin voilà, qu'est-ce que tu cherches ? C'est un portrait robot, c'est ça. Et du coup, je trouvais ça très. Bon, elle a de la marge pour la couleur des yeux, elle peut.
Bon. Et son odeur. Je trouve ça vraiment absurde d'espérer rencontrer quelqu'un en ayant cette liste de courses, quoi. Enfin, c'est pas comme ça que tu tombes amoureux en général, mais je l'ai pas commenté, mais voilà, c'est ce que j'ai pensé. Alors, quelqu'un qui répond dans une forme d'ordre plus ou moins rationnel et logique. M'accepte et apprécie qui je suis. Bon, ça, c'est une bonne exigence, je trouve. Pas raciste, misogyne, misandre, homophobe, transphobe. Bref, discrimination, non. Pas violente, ni physiquement, ni émotionnellement. Là, jusque-là, je suis là. C'est des exigences, ça me paraît OK. C'est OK. Monogame et fidèle. Asexuel ou capable d'avoir une vie sexuelle en solitaire. OK. Souhaite avoir des enfants. Est drôle et intelligente. Il faut qu'elle soit asexuelle. Oui. Ben, je pense que ça doit être potentiellement quelqu'un qui est aussi asexuel. Okay. Voilà. Est drôle et intelligente. Partage des centres d'intérêt avec moi. Ne me force pas à marcher sur des œufs constamment. Ça, on sent qu'il doit y avoir du vécu derrière. Et alors, le mieux, c'est le dernier critère, c'est est bricoleuse, entre parenthèses, optionnel, mais très utile. Optionnel. J'adore, c'est comme une liste de courses. Il y a genre des ingrédients optionnels. T'es là, c'est AP cuisine, si possible. C'est AP charpenterie. Ah ouais, c'est... Et ben voilà. Ça fait un peu peur. Hein. Oui, c'est... Voilà. Alors après, on a un homme de presque 50 ans. Et donc, j'aime bien sa réponse. Il a baroudé, lui. T'as dit quoi ? Il a baroudé. Il a dit, c'est un peu ancien. Il a dit, c'est un peu ancien. Mais les exigences étaient à peu près les suivantes. Non fumeuse, bonne hygiène de vie, gourmet, souhaite avoir des enfants, capable d'empathie, que le courant passe dans les conversations, un physique qui arrive à m'émouvoir. Alors ça, j'adore. M'émouvoir, ok. Ça, j'ai trop aimé et ça m'a fait penser encore Charles Pépin, il le dit dans la rencontre, il dit, il faut pas avoir une liste de courses de à quoi on veut que la personne ressemble, mais juste vouloir être surpris. Et souvent, c'est ça, c'est les physiques qui nous surprennent, qui nous émeuvent. Ça se trouve, c'est Charles Pépin qui J'aime bien le côté émotionnel de plutôt te dire il faut qu'elle soit comme ça, de quelle émotion on a envie de ressentir. Beaucoup, on en a déjà parlé en plus dans des épisodes de penser aussi en plein de se dire plutôt ce qu'on veut pas, de se dire qu'est-ce qu'on a envie de ressentir dans une relation chouette. Quoi. Donc, ok, good point. Bon point. Donc, ainsi qu'une certaine réserve, une certaine pudeur. Ah, ok. Et une vision plutôt fusionnelle du couple. Après, il veut. Il le précise, il dit j'ai construit ces critères en partie après des expériences négatives. Je me suis ainsi aperçu que ça se passait assez mal entre moi et quelqu'un de très extraverti, étant moi-même assez réservé. Après 20 ans de recul, je pense qu'être accordé là-dessus a été un facteur clé de succès dans notre couple. Nous avons dû aussi régler quelques points en cours de route, avec parfois des discussions compliquées. Oui, mais ça, c'est le fait de toutes les relations, je pense. Et donc, après, bon, on a plein de réponses et des choses qui sont dans tous les sens. Mais là où ce qui est intéressant, c'est une réponse qui a suscité énormément de débats. Et qui a même... Dans le Reddit. Donc, dans le Reddit. Ouais. Et aussi... dans ma vie. Oui, j'allais dire dans ta tête ou dans le Reddit, mais c'est les deux du coup. Et dans ta vie. Alors, bon, je vous préviens, c'est trigger warning, cette réponse ne va pas du tout. Qu'elle ne soit pas en surpoids. Si elle a 5 kilos en trop, ça ne me dérange pas. J'attends pas d'elle qu'elle soit mannequin, bien entendu, mais je dois rester attirée physiquement. Bon. Qu'elle n'ait pas de meilleure amie. Le genre d'amitié où ils se voient en tête à tête, se parlent H24, on sait tous ce qu'il se passe dans la tête des hommes. Les hommes. Et alors après, en dessous, qu'elle soit ouverte d'esprit. Ne se braque pas si on pense le contraire à partir du moment où on peut exprimer notre point de vue et que ça ait du sens. Ça veut dire qu'il a des avis problématiques qu'il va falloir les accepter. C'est vrai. Alors, ce qui est trop drôle, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit mais attends, tes 2 points là, ça va pas ensemble. Il faut pas qu'elle ait de meilleure amie. Tu lui interdis d'avoir un meilleur ami, mais par contre, il faut qu'elle soit ouverte d'esprit. Bref. Donc, ça m'a fait rire et du coup, je me suis dit, on sait tout ce qui se passe dans la tête des hommes, ça tombe bien. J'ai un meilleur ami, j'ai un homme, je vais les confronter. Donc, t'as mis un ring? Non, j'ai demandé à mon meilleur ami, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand on se parle, du coup? Parce qu'apparemment, il se passe des choses. Et il était là, il a répondu genre un chat avec des ballons en mode j'étais là, ok, il a juste ripé sur son téléphone, mais ça m'a fait rire parce que, bon, bref, c'était drôle. Il a dit que, évidemment, genre, il n'y avait pas de. Non, il se passe rien de spécial dans sa tête. Et ensuite, j'ai demandé à mon amoureux si lui, il était gêné par cette situation de meilleure amitié. Et en fait, dans le débat sur Reddit, il y avait des précisions sur ce qu'on attend, ce qui est problématique dans une situation de meilleure amitié entre une femme et un homme, dont les deux seraient hétéros. Et donc, c'est des situations où, par exemple, on regarde un film ensemble, que à deux, où on passe ces soirées que ensemble à 2. Et donc j'étais là, ok, donc ça coche vraiment genre toutes les cases des choses que je fais avec mon meilleur ami, parce que littéralement, une des choses qu'on fait le plus souvent quand je vais le voir, c'est regarder des films
en se bourrant la gueule tous les deux. Donc, en fait, je pense que c'est problématique as fuck pour les gens sur Reddit. Elle a vraiment genre traversé la limite, quoi. Genre, Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense que lui, c'est la peur que ça déraille, quoi. Oui, que ça dérape, c'est ça. Et du coup, mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est pas parce qu'on est dans la situation de la soirée film que ça va déraper. Non. Ça peut déraper dans n'importe quelle situation. Et du coup, la soirée film est propice à, mais en vrai, c'est pas parce qu'on regarde un Non, film. non. Il y a toujours ce côté d'illusion de contrôle de se dire, alors juste si on enlève Oui, c'est ces ça. petits moments précis, ça. hop, on s'assure. Enfin, ça fait Qu'il ne se moins passe rien. d'occasions, quoi. Oui, on enlève les occasions. Et c'est vrai que le mettre, le poser comme une condition au préalable sans être dans une situation avec une personne, ça, c'est que tu n'es, il ne sera pas capable de faire confiance à. C'est ça. quiconque, Après, je sais pas, peut-être que lui, il a une dans ce situation similaire où il est là plus jamais. Oui, Et donc, du coup, c'est... Oui, mais du coup, c'est intéressant quand même de dire, bon, bah voilà. Et alors, moi, j'ai essayé de questionner un peu mon amour, mais tu penses que c'est problématique qu'on regarde des films? Est-ce que ça te dérange? Je vais le voir en week-end. Il y a plein de situations où on n'est que tous les deux. Est-ce que tu t'en T'as rends bien compte? mis. Tu réalises. Tu réalises C'est en le danger. connaissance de cause que que tu sais, tu acceptes. la dernière fois, on a fait un jeu à boire avec. Ah ouais, mais ça en voilà. plus terrible, jeu à boire. On aurait pu finir par se Pente tripoter. glissante. Voilà. On est- Et il était là en mode non. Mais qu'est-ce qui ne fait que ça pose dérape pas? Pas de problème. Ah, Qu'est-ce qui... Bah non, mais qu'est-ce qui... Bah oui, pourquoi est-ce qu'avec certains hommes, ça dérape et pourquoi avec d'autres, c'est Parce peut-être... que c'est parce que relation c'est est pas la clair, même. la relation elle est claire, tu vois. Mais enfin, c'est quoi parce que c'est quoi ce qui crée enfin, peut-être qu'il faut lui aider. Bah, l'ambiguïté, elle vient du film, hein, je crois, dans ce qu'il disait. Mais Du il film. faut pas Et être que devant deux ensemble devant un film, ça c'est créateur d'ambiguïté, quoi. Ouais. Bah oui, j'en sais rien, mais c'est vrai que du coup, c'est ça, c'est pourquoi en fait. Et c'est pour moi la situation, elle peut être ambiguë même quand on est en groupe dans un laser Bah oui, game oui. et pas. Alors voilà, je sais pas, et pas dans un. devant un Ouais, film, franchement, quoi. laser game, trop stylé. Après, si lui, ils sont dans Oui, sa façon de en plus, créer de la tension, j'ai pensé ouais. à ça spontanément, je sais pas pourquoi, parce qu'on en a fait un, voilà. Pour mon anniversaire, Mais il y a du coup, 2 ans. je me suis dit, genre, oui, ça, par exemple, t'as des recoins sombres, en fait, tu vois. Enfin, Et puis en plus, il y a de la tension, faut jouer ensemble contre un ennemi. Enfin, Ouais. vraiment. Moi, ça en me fait, fait tu peur peux comme toute peur de la situation peut être amené ambiguë, à en fait. l'ambiguïté, quoi. Amenée à Et l'ambiguïté. puis surtout, aussi très hétéro, parce que quand on est bi, après, ça veut dire qu'on peut être ami avec plus personne. Je veux dire, moi, je pense que si je suis en relation, je dois être cloîtrée, du coup. Ouais. Je sais pas. Bah oui, parce que tu peux pas avoir de meilleure amie ni fille, ni. Bah non, Mais après, ça l'ambiguïté reflète est juste possible sa partout. façon à lui de voir les relations avec les filles. Si pour lui, chaque femme est une potentielle partenaire, forcément, il se dit, c'est pareil pour Exactement. Bah les oui. autres. Oui. Il y Exactement. a certainement un peu de ça derrière. ouais. Ouais. Ah. Et donc, et juste pour finir, du coup, j'ai quand même posé la question à mon compagnon, ce serait quoi, toi, tes exigences, du coup Oh, il y en a plus, c'est fini. dans une Il relation. y a plus de commentaires. Bah, je peux vous en lire d'autres, hein, si tu Après, veux. vous pourrez, Encore, auditeurs, auditrices, aller Ah oui, trop checker bien. l'ensemble de ces commentaires. C'est pour pas vous prendre trop de On va temps. mettre le lien Bon, dans il y a aussi des gens qui trollent, hein, genre se laver Description. régulièrement, avoir une bonne hygiène, être propre. Quelqu'un Mais- qui a ah répondu. Ouais, je Bah, pense c'est que ça peut être intéressant du avec- vécu. hein. C'est intéressant avec notre épisode du mois d'avant sur l'odorat et Oui. le goût et cette pression sociale à être propre. Hein, ça, voilà, Il ça y a- dit quelque chose. Il y en a quand même beaucoup. Alors peut-être que c'est moi qui ai influencé parce que j'avais T'as mis, relancé, t'as mis comme des exemple. pièces dans le J'avais mis jukebox. comme exemple, il y a des gens qui disent pas d'amis hommes, etc. Et en fait, oui, il y a aussi quelqu'un qui a écrit vivante. Voilà, c'est un critère. C'est un début. Mais voilà, liste de mes exigences, vivante, entre parenthèses, optionnelle. Voilà, c'est un des. C'est optionnel, j'avoue que c'est Allez, c'est les gens On qui a un trollent. petit rigolo. C'est les gens qui trollent. Mais bref, juste pour dire du coup, pour conclure un peu cette partie, juste du coup j'ai demandé à mon compagnon quelles étaient ses exigences si jamais on n'était plus ensemble ou quoi. Qu'est-ce qui serait lui ses exigences, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Il m'a dit je pourrais pas être avec quelqu'un de trop auto-centré ou qui est trop princesse et qui a trop d'exigences envers moi, qui les affirme ou qui attend de moi des choses trop spécifiques. Par exemple, qui me dit amène-moi ci, amène-moi ça, et j'étais là en mode mais moi tu passes littéralement ton temps à t'occuper de moi, en mode à me faire à manger, à machin Ouais, et tout. mais c'est pas la Il est même en mode chose. oui mais je le fais volontairement, tu ne me le demandes pas. Et du coup j'étais là ok, donc quand même la frontière elle est fine quoi. Bah, parce c'est que- pas du tout la même chose quand. Oui bien sûr, mais c'est juste.
Du coup, en fait, il est En fait, prêt c'est à mar- faire des choses Là, il prend si on le plaisir. demande pas, quoi. Oui, et que c'est marrant dans votre dynamique de couple où En potentiellement, discret au quotidien, il fait pas mal de choses Oui. Pour toi. Enfin, que, Et en fait, le truc, c'est qu'il me traite comme une princesse, mais il ne veut pas que je le demande. Oui, mais peut-être que son Bah, c'est plaisir, quand c'est même, ça, c'est d'anticiper. Oui, oui. Ah bah, bien sûr. Et pas de Ouais. répondre. Ouais. Ouais, de pas se sentir dirigé, mais Ouais, c'est ça. Oui, ben c'est aussi D'avoir ce- de souvent de la. faire des attentions. Ouais. Comment on dit De la. Mais ça, j'ai l'impression, on en a parlé sur un hors Des initiatives. épisode, sur un épisode de Love is Blind, que c'est aussi dans une nouvelle image de la masculinité aussi une exigence de sortir de ce qu'on attend d'un mec traditionnellement. Donc, et que du coup, il y avait un candidat là qui s'est pas marié avec la fille Maria parce que Tom, c'est ça? Tom, ouais. Parce que elle voulait qu'il paye. Parce que, en gros, elle ne voulait pas payer. Elle trouvait pas ça normal qu'elle paye genre une glace quand ils sortent tous les deux. Ouais. Genre, il lui avait payé le resto la veille et du coup là, il a laissé payer genre des glaces et il lui a dit ah merci babe machin et elle était là en mode je devrais pas payer en fait genre. Je peux pas payer des choses à mon mari quoi. Ouais. Et lui il était là bah. En fait, moi, ça va pas avec mon système de valeurs et je veux pas qu'elle éduque ma fille si on a un enfant ensemble comme ça, donc je peux pas, quoi. Et il avait déjà dit ça dans les capsules à une autre candidate où elle était un peu là en mode bon, moi je suis une girly girl, enfin j'ai un peu envie d'un schéma traditionnel, mariage et tout, et où il était déjà vraiment en opposition en mode oula, non, en fait, moi je veux être avec une femme indépendante et qui sorte de ses codes parce qu'en fait, moi, j'ai pas envie d'être cette personne pour elle. J'ai pas envie d'être Pas envie de provide. de provide, voilà, d'être la personne, le patriarche, et que si d'autres veulent que je le sois, ben ça va pas aller pour moi, quoi. Donc ouais, c'était intéressant comme nouvelle rangée d'exigences. Mais je me dis qu'on peut passer à une deuxième partie avec la tienne, Tomelk. Rêve parti. Alors moi, ce sujet sur les exigences, ça m'a fait penser à une pub qu'on a certainement tous entendue, celle d'Attractive World, Oui. site de rencontre pour célibataires exigeants. Ah, Ouais, je crois que je sais Non pas de quoi tu Ah, parles. vous avez jamais entendu ça? bah la phrase me dit quelque chose. Eh ben, c'est un site de rencontre. Alors, je sais pas s'il est encore très utilisé, très actif. Ouais. Mais en tout cas, c'était un site de rencontre vraiment d'élite. Donc, être exigeant dans le sens d'Attractive World, c'est quoi? C'est de vouloir le top du top pour sa relation. Donc, un BG entrepreneur cultivé qui t'emmène aux Seychelles sur un coup de tête parce qu'il a l'argent pour le faire, si possible dans son jet privé. Et pour entrer sur Attractive World, il fallait donc remplir un questionnaire détaillé, Montrer une photo de ton jet privé. presque. Wow. Que le profil soit validé par les utilisateurs, donc être coopté. Et donc, il y avait à peu près 1 sur 3, je crois, qui a été retenu. Et ensuite, pour pouvoir parler de sa propre initiative aux autres utilisateurs, évidemment, là, il fallait payer un abonnement premium. Mais il fallait d'abord être coopté. Donc, c'est vraiment... Et il y a aussi, donc, il y avait aussi des événements Attractive World, donc avec des afterwork, des sorties, des week-ends, des expositions qui étaient organisées. Et c'était une sorte de grande expérience sociale un peu caricaturale d'un phénomène qui se fait un peu plus discret habituellement, qui est celui de l'homogamie. Et c'est de ça que je voudrais vous parler. Donc l'homogamie a plusieurs formes. Et on parle souvent d'homogamie sociale, donc qui est le fait de rechercher un conjoint dans un groupe social auquel on appartient, c'est-à-dire un conjoint dont le niveau social est équivalent, ou enfin un peu ou prou au sien. Et donc je m'appuie encore sur Jean-Claude Kaufmann, comme la fois dernière. Je suis Chaque pas fois, un- j'entends presque Vanda, mais je suis yes. Et non, Pas c'est pareil. pas le même. Je suis pas un grand fan, mais pour autant, là, je suis retombé sur lui, qui a écrit un que sais-je en fait assez bien fait sur la sociologie du couple, et qui cite en fait une étude assez fondatrice d'Alain Girard, qui était donc un sociologue de l'INED, l'Institut national des études démographiques, et donc qui a mené une étude de 59 à 64, 1964. Sur l'homogamie sociale, et ces résultats en fait peuvent se résumer en 2 formules: n'importe qui n'épouse pas n'importe qui, et qui se ressemble s'assemble. Voilà, c'était vraiment de manière très très schématique, c'était les résultats de son étude. Et l'homogamie sociale est en fait particulièrement forte en haut et en bas de l'échelle sociale. Forcément, au milieu, là où il y a un petit Le peu ventre mou. plus de mobilité sociale, les gens se croisent un petit peu plus facilement et forment des couples un petit peu plus facilement.
25 ans après ces études, 2 autres sociologues, donc Michel Boson et François Héran, rappelaient des résultats qui étaient assez stables sur l'homogamie, qui était un phénomène constant, et que pour autant, donc il y avait un paradoxe parce que 75% des couples affirment que leur rencontre est due au hasard. Et en plus, il y a quand même des facteurs, quoi. L'union libre qui élargit l'éventail des possibles dans le choix du conjoint avec la modernisation de la société. Au niveau des idées, l'évolution est encore plus nette parce que les jeunes générations expriment toujours une opinion toujours plus marquée pour des valeurs culturelles qui sont favorables à l'hétérogamie. On est ouvert à la différence, ouvert à rencontrer quelqu'un qui est pas du même milieu, qui a une culture différente, etc. Et pour autant, l'homogamie reste stable, l'homogamie sociale. Donc voilà, la question c'est ça, c'est est-ce que on est dans une situation où l'amour est aveugle et pour autant elle finit par nous faire aimer des gens qui nous ressemblent, ou bien est-ce qu'il y a des choix conscients quand même qui nous mènent à former des couples avec des gens qui nous ressemblent. Donc Michel Boson et François Héran, dans leurs études, notaient qu'il y avait quand même une petite part de cynisme dans le discours des personnes qui étaient interrogées dans le cadre de leurs études, et c'est-à-dire en fait la reconnaissance d'une stratégie explicite qui n'était pas constante en fait dans l'entretien. Parfois, les gens assumaient faire des choix avec des critères conscients, en excluant certaines personnes. Parfois, ils disaient que c'était dû au hasard, dû à la rencontre, à l'amour, en essayant de préserver une forme de magie. Donc voilà, il y a une sorte d'ambiguïté quand même entre ces deux dynamiques-là. Même ambiguïté côté site de rencontre. Certains ont des algorithmes qui tendent à nous faire rencontrer des gens avec des caractéristiques et des centres d'intérêt proches des nôtres. Un peu comme par magie, là, on remplace la magie par l'algorithme, mais finalement, on retombe un peu toujours sur les mêmes gens. Et puis, il y a des sites un peu plus communautaires qui se développent. Donc là, je parlais d'Attractive World avec les cadres supérieurs un peu friqués, ou des sites liés, par exemple, à des pratiques religieuses qui vont renforcer l'homogamie culturelle. Et il y a une étude du coup de l'INED, pareil, de 2013, qui dit qu'en France, en 2013, donc, près de 8 personnes catholiques et musulmanes sur 10, âgées de 25 à 45 ans, sont en couple stable avec un ou une partenaire de la même appartenance religieuse. Donc il y a aussi ces phénomènes d'homogamie culturelle qui peuvent exister. Il y a même une application de rencontre pour les célébrités, je crois. Ah ouais ? Où il faut avoir un certain coefficient de, je sais pas comment on dit ça, de popularité, de fame. Il faut que tu donnes tes comptes, tes réseaux sociaux. Instagram, par exemple, si tu es certif sur Insta, tu peux aller dessus, tu vois. Il y a des trucs de... Voilà. Il faut montrer que tu es assez une star. Voilà. Mais... Mais non, mais il y a plein de formes d'homogamie après, au-delà de l'homogamie sociale qu'on pourrait étudier. Moi, j'avais pensé aussi à l'homogamie politique. Parce que pour certains, c'est un critère. Pour moi, je sais que je suis assez sensible au fait d'avoir les mêmes valeurs, le même système de valeurs et plus ou moins les mêmes avis politiques, pas exactement, mais en tout cas, les mêmes sensibilités politiques que les personnes que je fréquente. Et ça, tu en parlais, juste déjà le fait d'être sur OkCupid, ça crée une monogamie politique parce que OkCupid est plus à gauche et voilà, il y a aussi qu'est-ce qu'il y a à droite en appli de rencontre? Je pense qu'en fait, il y a des applis de rencontre qui sont plus mainstream. Et après, c'est le fait que OkCupid, c'est pareil, ça crée un peu ce truc un peu communautaire, ça reste mainstream, mais que de par exemple, leur inclusivité sur les genres, le type de relation, etc. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont des caractéristiques de l'application qui font que on va retrouver une assez grande monogamie politique de personnes à gauche et plutôt progressistes sociétalement. Sinon, elles iraient sur une autre appli, quoi. Et ouais, du coup, du point de vue politique, il y a une étude de l'IFOP là, qui a été faite en lien avec la présidentielle de 2022 avec plein de chiffres et qu'on vous mettra en lien si ça vous intéresse, qui montrait notamment que les plus jeunes étaient plus sensibles à la question politique en lien avec le couple. Du coup, les nouvelles générations sont plus sensibles à ça. Et donc, il y avait quelques chiffres un peu marrants. 64% des personnes sondées et 70% des femmes sondées déclaraient qu'elles refuseraient d'être en couple avec une personne qui votait Zemmour.
Et loin devant, finalement, tous les autres candidats, y compris l'autre candidate donc d'extrême droite qui était Marine Le Pen. Et, la demande, enfin une autre demande faite au sondé montrait que les électeurs de Zemmour étaient toujours désignés comme, et de très loin, par rapport aux autres, comme les plus difficiles, qu'ils seraient les plus difficiles difficiles à à aimer. présenter aux autres, Oui. à présenter à ses proches. Donc, Genre, en mode voilà. trop la honte d'être électeur de Zemmour, quoi. Ouais, il y a cette question du couple, enfin, au-delà du fait de pouvoir aimer telle ou telle personne, enfin, il faut se représenter ensemble et se présenter ces ensemble cercles aux autres. sociaux, Et ouais. donc, là, ça commence à engendrer des regards sur des comportements, sur des idées qu'on trouve acceptables ou pas. Donc voilà, j'en viens petit à petit à ce sujet, des conséquences des différences ou pas dans le couple sur plein d'aspects différents. Euh, et sur les systèmes de valeurs, du coup, partagés ou pas. Et on s'intéresse, en fait, du coup, souvent à l'homogamie pour expliquer le choix du conjoint, mais on parle moins de la fonction sociale de l'homogamie. Et ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est les conséquences, du coup, des proximités ou des différences d'origine sociale, d'opinion politique, de culture, de pratique dans une relation. Et donc Jean-Claude Kaufmann en parle de cette gestion des différences dans une relation en disant la différence n'est pas en elle-même problématique, mais elle le devient lorsqu'elle elle se traduit en opposition d'intérêts personnels entre partenaires, en divergence sur le projet conjugal ou en agacement ressenti dans les grincements du quotidien. Et c'est là que des pratiques qui sont très ancrées, très intériorisées, des comportements, des valeurs peuvent entraîner des conflits. Et donc, il dit que l'agacement qui provient du fait que chacun a un patrimoine de manière d'agir et de penser bien à lui, différent de celui du partenaire. En ce qui concerne les gestes les plus élémentaires et les plus routinisés, cette différence est autant que possible occultée, car elle affaiblirait l'évidence nécessaire des habitudes les plus ordinaires. Or, une majorité de conflits se forment justement par révélation brusque de l'inacceptabilité des manières de faire du conjoint. On voudrait ne pas les voir, mais elles sont tellement intolérables que ce sont elles qui provoquent soudainement la crise. Mais on parle de quoi en manière de faire? Enfin, c'est vraiment du quotidien et c'est quoi comme geste? Ça peut être plein de choses, la manière de manger, Ouais, la genre vraiment, on manière en revient à de l'épisode parler. dernier de couper les carottes. Ouais, voilà, ok. par exemple, ou le fait de s'intéresser à telle ou telle chose et pas du tout pas du tout s'ouvrir à d'autres sujets. Ça peut être le fait d'avoir des avis politiques, ou on parlait de discrimination sur Reddit, quelqu'un citait le fait de pas être discriminant. Si quelqu'un passe son temps à critiquer telle partie de la population, bon, ça peut peut-être être un peu problématique. Et moi, du coup, ça m'a évoqué un film que j'ai vu donc il y a quelques mois, qui s'appelle Simple comme Sylvain de Ah oui. Monia Chokri, que j'ai trouvé excellent. Incroyable. Voilà. Donc, pour vous Un cri de expliquer joie. vite fait le pitch, c'est l'histoire de... Regardez-le. Ouais, regardez-le. il est incroyable. Faites une pause, regardez le film, reprenez. Et reprenez l'épisode après, on vous retrouve. Et donc, c'est l'histoire de Sophia, qui est une prof de philosophie, qui est en quarantenaire, qui se pose des questions sur l'avenir de son couple, d'avoir des enfants ou pas. Bon, qui s'ennuie un petit peu aussi, hein, et qui est en couple Ils avec... sont dans une routine Ouais. très confortable, mais sans passion, quoi. Ouais, douce, mais voilà, sans passion, c'est exactement ça. Avec donc son compagnon Xavier, qui est anthropologue. Et elle va rencontrer un beau jour un ouvrier qui vient faire des travaux dans leur maison de campagne. Et c'est un homme qui est dans une culture totalement différente de la sienne. D'un milieu social. D'un milieu social très différent, qui dégage pas la même chose, et elle va tomber amoureuse de lui. Et c'est une vraie relation d'amour qui est très passionnelle, très fusionnelle, mais qui va poser quelques problèmes. Je veux pas trop en dire sur le film. Je sais pas, j'ai des images hyper vives de ce film encore, et des moments qui sont tellement gênants dans le film. Tu sais, de décalage entre les deux, qui font tellement de peine, parce qu'en fait, c'est juste une histoire de codes, codes sociaux, de ce qu'on projette sur des objets, sur des choses qui sont du coup qui sont comme des des trucs qui peuvent dégoûter dans un sens ou dans l'autre, alors qu'en fait,
Il C'est mange juste ses des crottes de codes. nez ou C'est quoi juste des codes. Non, mais on en a parlé, mais on n'a pas parlé, Mais, mais ce terme de hic, c'est vraiment ce qui te. Il y a des choses de bon. Alors, ça Oui. peut être vraiment très trivial. C'est cette image de ce qui peut te dégoûter chez l'autre, ou des fois, mais c'est des trucs absurdes. J'écoutais un podcast que j'écoute beaucoup, The Love Gang de Samia, où elle a dit que son hic, c'est que quelqu'un était arrivé à un premier date et lui avait dit salut. Et elle, à partir du moment où ce mec lui a dit salut, elle était là. C'est mort pour moi. Genre, vraiment, il va rien oui, se ou c'est passer comme entre nous. tu sens des trucs où il a utilisé tel emoji, tel machin. Oui. Ah oui, c'est ça que j'aurais pu oui. dire. Moi, j'avoue, pardon. Je reviens aux critères du début. J'y avais pensé à ça et j'ai changé ma réponse, pardon. En fait, moi, j'avais vraiment ce truc de snob au lycée de il faut pas faire de faute d'orthographe. Ah bah. Et quand je suis tombée sur mon copain, lui, il en fait beaucoup. Enfin, il en faisait beaucoup. Et mais c'est parce que Il en faisait beaucoup. Après 11 ans de j'ai vie passé commune. 11 ans à lui faire lire le dictionnaire et le Becherel. Non, mais enfin, il en fait moins, je pense. Mais en fait, ou peut-être je les vois plus, Tu j'en fais sais plus rien. attention. Mais en fait, c'est vrai que ça peut être à la fois social, mais ça peut aussi être quand tu es dyslexique ou Oui. quoi, c'est plus difficile pour toi l'orthographe. Ah, mais j'en Moi, fais j'avoue plein. que je suis un peu une grammaire nazie, comme on disait à Elle est l'époque. trop forte en concours de dictée. On a déjà gagné une bouteille. Oui, grâce à j'ai ça. gagné un concours du dictée sauvage auquel j'étais pas préparée. Mais en fait, du coup, c'est un critère qui est super, classiste en fait. Oui. Ouais. Et C'est pareil que sapiosexuel, ça revient Oui, à ça. C'est clairement. qu'en fait, dire ça, et c'est pour ça que maintenant on est là, oula, il faut plus dire ça, c'est parce qu'en fait, c'est une manière de montrer de manière très visible le fait qu'on cherche à être avec des personnes qui ont le Homo, même statut ouais, social exactement et ça. qui, voilà. Ouais, mais pourtant, même quand on ne le fait pas Oui. explicitement, On va quand même le faire. On va quand même le faire. En fait, c'est juste, on a Ouais. enlevé le mot. Je pense que potentiellement, là, on a une conscience supplémentaire de peut-être ça sert à rien de l'afficher parce que de fait, on va le faire. Peut-être il faut pas avoir une violence supplémentaire en indiquant en mode en fait, moi, je cherche. Mais c'est comme sur OkCupid. Des fois, il y a des gens, ils sont en mode en fait, moi, je cherche que des gens de gauche et féministes et tout. Et je suis là, oui, mais t'es déjà sur l'appli des gens de gauche féministes. Donc, en fait, est-ce que ça sert de crier sur les gens dans leur profil alors qu'en fait, moi, j'aime bien que les gens juste se rendent compte du fait qu'on est dans ces processus-là. Ça veut pas dire qu'il faut forcément les combattre et exprès être avec quelqu'un de très différent pour montrer que nous, on est différents des autres et qu'on rentre pas dans ces codes, mais qu'il n'y a peut-être pas besoin de le dire de manière agressive dans un profil, quoi. Et du coup, ouais, c'est vrai que là, tu parlais de hic. Ouais. Et l'expression de Jean-Claude Kaufmann de grincement, c'est ça aussi, c'est les trucs qui font un peu serrer les dents, quoi. Et dans le film, il y a plein de situations comme ça. Ah ouais. Et je me souviens, On il y serre a, tout le temps les dents. un truc où en fait, elle le reprend tout le temps sur la manière dont il parle, sur certaines expressions. Et après, elle se justifie en disant non, mais c'est pour toi, c'est pour ton bien, parce que avoir un vocabulaire précis, c'est avoir une pensée plus vaste. Ouais. Et du coup, il y a ce truc de bon sentiment où elle essaie de se leurrer un peu sur ce qui est en train de se passer. Et finalement, ouais. Et en même temps, lui aussi, en fait, ils sont tous les deux violents dans leur manière d'être. Et je trouve que c'est ce qui fait que ce film a été tellement aimé, c'est que c'est hyper fin dans comment cette différence crée une violence des deux côtés. Et en plus, des fois, c'est trop marrant, vraiment. Quelqu'un dit une phrase, une punchline, et quelqu'un d'autre va le dire dans un autre moment. Et on voit ce truc en miroir de violence où, en fait, chacun va reprocher dans deux situations différentes la même chose à l'autre, mais selon ses propres codes socio-culturels et tout. Mais c'est vrai que... Et lui, il lui reproche quoi ? Quel genre de truc lui, il comprend pas sa volonté d'indépendance, le fait qu'elle veuille pas aller habiter avec lui à la campagne, qu'elle ait besoin de son appartement, d'être toute seule, enfin ce genre de truc, quoi. Les visions du couple, ouais. Quand elle lui présente ses amis, sa famille, le fait que son frère ait une relation ouverte avec une personne qui, enfin c'était un peu caricatural, mais qui se définit pas selon les normes de genre, enfin voilà, c'est des visions sociétales, il y a des trucs un peu comme ça. Ouais. Bon, on va pas vous révéler tout le film, Oui. allez le voir de toute manière. Enfin, je veux dire, c'est pas un film qu'on regarde pour son intrigue en mode, il y a pas vraiment des spoilers, quoi. C'est vraiment pour la manière dont c'est présenté. Et c'est très beau aussi. C'est très beau, oui. Mais en tout cas, ouais, et donc Monia Chokri, la réalisatrice, fait une distinction que je trouve super intéressante entre amour et relation de couple. En fait, ce qu'elle dit dans certaines interviews, enfin dans une interview en l'occurrence, c'est qu'on peut très bien avoir des relations amoureuses, souvent légères, avec des gens qui ne sont pas issus de notre milieu social, mais que la plupart du temps, on demeure très organisé dans notre manière de penser et de faire le couple. L'amour est en fait déterminé, mais il est libre, et il peut se porter sur n'importe qui.
Mais aimer et relationner avec quelqu'un a des conséquences ensuite dans la réalité et implique des choix au quotidien et c'est là que ça peut crisser, quoi. Et s'il y a pas de compromis, qui sont faits entre les exigences, de l'un et de l'autre, des exigences qui peuvent s'arrondir, d'autres qui peuvent être remplies par une adaptation du comportement qui fait pas perdre son identité à l'autre, et ben ça peut, voilà, ça peut mal se passer et donc ce film pour moi est totalement, voilà, enfin représentatif de ces dynamiques-là et je peux que le recommander, Et on en avait parlé déjà dans un autre épisode, mais il y a aussi toute cette question qui, je sais plus quel philosophe disait que ça c'était en train de monter en gamme, enfin je sais pas comment dire, mais que en fait être avec quelqu'un comme soi, ça vient valider son propre sens d'identité et que du coup, ben c'est aussi enfin il y a aussi des enjeux d'ego identitaire fort dans le fait d'être là en mode: «OK, si cette personne est comme moi, ça vient me valider moi dans qui je suis, quoi». et ben, dans le même ordre d'idées et j'en termine avec ça, Mmh. Jean-Claude Kaufmann, donc dans son analyse de ces dynamiques-là, dit que le couple est un élargissement du soi, Mmh. une immersion du jeu dans un concret vécu à 2, en même temps qu'un refus amoureux de la critique du partenaire. D'où la capacité de négation de la différence aussi, parce qu'on voudrait incorporer l'autre à Mmh. soi dans un truc plus large qui est le nous. Mais parfois, ben, voilà, il faut que chacun trouve sa place Oui, ben, c'est et aussi un enjeu de ça peut fusion et créer d'arriver comme un des power pièges. couple devant ses amis en mode: trop pareil». Ça me refait penser à Love is Blind. Mais 2 c'est candidats qui sont là avec leur petit masque à penser exactement pareil et à être vraiment en mode faire front, en mode on est devenu, un monstre. Je dis un monstre à 2 têtes, ça montre c'est pas sympa de ma part, mais voilà. Ouais. Et c'est dramatique parce qu'on aurait envie et enfin moi c'est ce que j'ai ressenti en regardant ce film que l'amour soit possible quoi que Qu'il aille et aille puis au-delà, parfois je pense que ça l'est mmh. mais il y a des obstacles et il faut réussir à les surmonter quoi. Ouais, mais après, si l'obstacle, c'est le fait qu'il utilise certaines expressions, tu te dis, bah, c'est dommage si ça s'arrête là. Et après, c'est un miroir d'autre chose. C'est que souvent, l'expression, ça va être un agacement qui peut-être après parle de, enfin, je sais pas, de choses. Ouais, mais je trouverais ça intéressant de le creuser, de le dépasser, parce qu'en soi, je me dis, si c'est ça, enfin, là, j'imagine que c'est pas ça l'enjeu principal qui C'est un bloque. symptôme. Oui, oui. Mais Enfin, je me dis, c'est triste si c'est Ouais. ça qui te crispe le plus. Très bien. Voilà. Non mais après voilà enfin il y avait aussi le risque de enfin dans ce genre de dynamique de vouloir modeler l'autre dans voilà de mettre sa patte sur l'autre et puis de le Oui, c'est ça transformer qui est qui fort dans peut le et film. qui peut faire perdre l'identité à l'autre personne et c'est là que l'autre personne va peut-être ressurgir pour imposer son identité à lui et pas disparaître. Ouais. Et puis, l'inverse, c'est pas bien non plus parce que je vous renvoie à l'épisode sur l'argent où je parle de la relation, toxique dans laquelle j'ai été. Moi, c'était une personne très différente de moi et j'avais vraiment un truc d'être là en mode, «Non, mais en fait, c'est trop bien d'être avec quelqu'un de très différent de soi», mais en fait dans un niveau qui est aussi pas sain, quoi. En fait, où je me rends compte que, il y avait un peu un truc de je sais pas si c'est du trauma bonding ou des trucs d'être là en mode: «Ah mais la personne, est tellement différente de moi et puis elle a un vécu tellement différent et moi je veux être, dans l'altérité enfin être dans l'altérité, être avec une personne différente de moi», mais du coup qui me faisait un peu, pas tout accepter, mais finalement aussi être dans une posture qui était pas, complètement, équilibrée, par rapport à cette, relation, quoi. Voilà. Mais ouais, du coup, enfin, pour conclure peut-être, enfin, je pense que c'est possible Mmh. d'être avec quelqu'un de très différent de soi dans une relation amoureuse et une relation de couple, mais il faut être conscient de ce que ça implique et être, prêt à en accepter les conséquences et du coup, faire le travail qui est nécessaire, quoi. Mmh. Et puis se poser les bonnes questions sur soi de pourquoi aussi enfin de pourquoi on rentre dans cette relation et voilà, est-ce que enfin moi je pense qu'il y avait aussi des enjeux, d'ego ou de juste: «Ah c'est intéressant» et en fait c'est pas une enfin bref, c'est pas forcément une bonne raison de rentrer dans une relation, d'être là en mode: «Ah ça va, faire, quelque chose de différent dans ma vie et voilà, ça va m'apporter, de l'adrénaline quoi». Voilà. Du coup, je vais passer à ma partie, sur, les exigences dans le couple et la santé mentale. Un avis sur tout. Surtout un avis. Un avis sur tout. Et du coup, moi, la question que je me suis posée, c'est à quel point on a tous une santé mentale et on traverse tous à des moments de nos vies, enfin, on a tous des enjeux de santé mentale, plus ou moins, forts. En tout cas, on peut traverser des périodes de moins, voilà, à des moments ou quoi. Et quand on est en relation, la question que je me posais, c'est quel est le niveau d'exigence qu'on peut avoir,
envers l'autre quand nous, par exemple, on va pas bien et qu'est-ce qu'on peut demander à l'autre dans le cadre d'un couple ou pas. Enfin, qu'est-ce qui relève de l'acceptation des différences dans des enjeux de santé mentale ou qu'est-ce qui relève du travail personnel et de la responsabilité personnelle à un moment donné, on est tous maître de soi et responsable de soi et qu'on peut pas imposer à l'autre, en tout cas peut-être trop de choses, quoi. Et je me rends compte, mon point de départ, c'est que j'ai écouté 2 podcasts que j'écoute souvent, 4 quarts d'heure et le Fab et Mimi Show, dont on a déjà pu parler. Et dans les 2, il était question, alors là, c'est vraiment un truc très spécifique, mais de syndrome prémenstruel. Donc, pour celles qui savent pas, le syndrome prémenstruel, c'est quelque chose que les personnes menstruées peuvent, avant leurs règles, elles peuvent avoir un moment donné où vraiment leurs hormones, elles font un peu nimp, quoi. Enfin, ça peut être de manière différente. Moi, dans mon cas, c'est une semaine avant, j'ai vraiment une journée où vraiment j'expérimente une dépression, en fait, mais juste pendant une journée. Donc, pendant une journée, tout d'un coup, je me dis, mais en fait, tous mes choix sont de la merde, je me suis leurrée sur moi-même et je crois que je suis contente, mais en fait, je le suis pas. Donc, voilà. Et ça, ça peut créer un peu des conséquences. Cette journée de grande tristesse et spleen, forcément, ça peut avoir des conséquences sur sa relation à soi et aux autres. Et du coup, dans ces 2 épisodes, c'était Camille Laurent, dont je parle tout le temps, et l'autre, Fabrice Florent, qui parlait de sa copine, où il parlait de ce SPM, et Camille Laurent, elle était un peu là en mode, bon, elle rigolait, mais elle était là, non mais j'y peux rien, je viens tyrannique ce jour-là, mais il faut que l'autre comprenne que qu'est-ce que j'y peux, voilà, je suis comme ça, c'est mes hormones, quoi. Bon, et du coup, elle demandait des conseils aux personnes du podcast qui étaient là, bon, peut-être que cette journée, vous pouvez ne pas vous voir, parce qu'à un moment donné, si ça va à des tels extrêmes que t'es complètement pas sympa avec ton mec, c'est peut-être pas, en tout cas équilibré et proportionné comme relation ce jour-là, quoi. Et du coup, j'étais là en mode, mais oui, ils peuvent pas se déresponsabiliser. C'est vrai qu'à un moment, ça leur appartient aussi, même si c'est pas cool, ces symptômes, même si on peut demander de l'aide, etc. Et j'ai vu d'autres contenus comme ça, notamment une femme que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux qui a un TDAH et en fait tout son contenu est autour de ça et elle est en couple et ils font un podcast avec son mec et du coup je voyais le mec un peu, en tout cas dans ma tête je le voyais un peu effacé en mode tout est par rapport aux troubles de sa femme et comment elle fonctionne et comment lui il est là pour elle et je me disais oula mais est-ce que lui il s'y retrouve, enfin bref je me rends compte que tout ça a créé beaucoup de peur en moi et je me suis demandé pourquoi et du coup avec cette idée de vraiment il faut être responsable de soi et tout et pas donner trop d'exigences, avoir trop d'exigences envers l'autre et je me suis demandé pourquoi ça a créé de la peur en moi et je me suis rendu compte qu'il y avait une double entrée, c'est que bon du coup moi j'ai été dans une relation toxique où on a plutôt parlé de l'argent dans l'épisode de l'argent et des problèmes monétaires, mais il y avait aussi des grands enjeux, je l'ai un peu évoqué, de santé mentale et d'instrumentalisation de la santé mentale en mode il se présentait en dépression et avec potentiellement des moments graves de dépression avec même, je vais pas revenir dessus, je vais pas faire trop de trigger warning, mais vraiment, ça pouvait aller loin dans le fait qu'il aille vraiment mal. Et du coup, tout ça a été instrumentalisé pour faire du chantage affectif et aussi même à la fin, me faire en sorte que je le quitte pas parce que j'ai de là, oula, mais il va trop mal et si je le quitte, ça va être terrible pour lui. Donc là, on est vraiment à un niveau d'instrumentalisation qui est genre vraiment trop énorme, quoi. Et de l'autre côté, et du coup, moi, je pense que je m'adaptais beaucoup. Enfin, je lui trouvais beaucoup d'excuses de, oui, en fait, il va pas bien, et puis il faut soutenir l'autre, et puis, voilà, quand l'autre va pas bien, ça arrive, c'est la vie, et il faut être là pour l'autre, quoi. Et l'autre enjeu, c'est mes propres enjeux de santé mentale, c'est que j'ai été diagnostiquée récemment d'un TDAH et d'un trouble anxio-généralité et d'hypersensibilité. Bon, j'ai un petit package. Et en fait, je pense que tout ce que ça dit en fait sur moi, c'est plutôt mes propres peur où je suis là, ah oui, en fait, pendant toute ma vie dans les relations, c'est plutôt moi qui étais en soutien des autres et qui était la personne tout le temps enthousiaste et joyeuse et en soutien, voilà. Et qu'en fait, là, je me rends compte que, il y a une part c'est pas tout moi, quoi, que finalement, il y a autre chose et que peut-être moi aussi, à des moments, j'ai besoin de soutien. Et en fait, je pense que finalement, j'ai vu tous ces contenus de manière si sévère parce que je pense que ça me fait peur à moi-même d'être trop exigeante dans mes couples à partir de maintenant, qu'en fait, je me confortais dans une image de c'est toujours moi qui soutiens l'autre, c'est toujours moi qui suis... avec un côté même un peu... Ma psy m'avait dit que j'étais patriarche, que je prenais une position vraiment de patriarche, et que c'était moi qui étais dans ce rôle de provide, quoi, d'apporter. Et qu'en fait, changer de rôle, c'est très vulnérable et, pas facile pour moi.
et que je pense qu'au fond, c'est juste moi qui ai peur de peut-être en demander trop aux autres, alors qu'en fait, c'est normal et on peut attendre du soutien des autres. Évidemment, on est tous responsables de nous-mêmes et c'est de toute manière mieux pour chacun qu'on soit tous en responsabilité de nous et qu'on vienne pas attendre de l'autre des choses faramineuses, quoi. Mais en soi, se comprendre soi, c'est déjà une énorme manière de commencer à se responsabiliser parce que je pense pas que je vivais... Enfin, c'est mieux de se connaître soi et d'arriver avec des demandes qui correspondent à qui on est, quoi. Voilà. Et que après, bon, j'ai cherché un peu des conseils sur du coup comment être en équilibre quand quelqu'un a des enjeux de santé mentale à un moment donné. Et bon, évidemment, ils étaient là. La communication. Mais la communication des deux côtés. C'est intéressant d'être là en mode c'est la personne qui va bien, entre guillemets. Ça veut pas dire qu'elle va bien tout le temps et qu'en fait, elle aussi, à un moment donné, elle peut avoir besoin de soutien. Et que même si c'est une période où peut-être il y a une des deux personnes qui a plus besoin de soutien, ça veut pas dire que l'autre en a jamais besoin et que du coup, c'est intéressant que les deux continuent à communiquer. Et puis, Oui, c'est quoi aussi la communication, c'est des fois, enfin, quand la communication elle est positive et tu es dans un cercle vertueux, ça marche, mais des fois tu peux communiquer je lis un livre qui s'appelle The Science of Trust en ce moment et ils analysent des conversations qu'ont des couples entre eux et des fois tu te retrouves dans des boucles de négativité et donc là tu te dis on communique mais bon vous faites en fait donc c'est pas tout des fois c'est et puis tu peux croire que tu communiques, on a déjà bien parlé bien, mais tu peux croire que tu communiques et en fait tu communiques pas. Tu peux croire que t'es pas violent dans tes demandes et en fait t'es en train de l'être. Oui, et puis des fois tu peux pas aussi communiquer tes besoins parce que tu peux aussi aller mal et pas savoir ce qui, beaucoup de gens vont pas bien et savent pas exactement ce qui pourrait les sortir de leur boucle négative. Et bon, il y a toujours cet enjeu quand même de bouteille d'oxygène, en fait, même si on est la personne qui va bien dans une situation donnée, à un moment donné, il faut quand même faire attention à sa propre santé mentale et en fait, s'assurer qu'on est quand même soi-même dans l'état d'esprit et dans le bon état d'esprit pour venir après en soutien de l'autre. Alors, j'avais vu un conseil, c'est sur mon site. C'est un peu terrible à dire, mais ça m'a parlé. J'ai lu plein de conseils, notamment sur le TDAH, sur un site que je lis beaucoup qui s'appelle Additude. C'est un site américain qui donne des conseils sur le TDAH et qui donne notamment des conseils sur les relations amoureuses et tout, et le TDAH. Et il y avait un des conseils qui était donné, qui était là en mode, il peut y avoir qu'une crazy personne dans la salle à un instant T. En vrai, je trouve ça pas sympa ce terme de crazy et tout. Enfin, mais c'est dit à des personnes concernées, donc bon, voilà. Ouais. Mais j'avoue que ça, je l'ai beaucoup vécu en amitié à un moment donné, on évalue un peu implicitement à un moment donné qui va le plus mal et l'autre, on s'adapte, on est en mode ok, là c'est toi qui as le plus besoin de soutien, donc je vais me mettre dans cette position et qu'après, s'il y a une réciprocité dans le temps, ça peut marcher comme formule avec une bonne amie. Il y avait un moment donné, on était vraiment en mode quand l'une va bien, l'autre va mal et inversement, mais du coup, ça crée une sorte d'équilibre, quoi. Voilà. Et une dernière méthode que je peux vous proposer, que j'ai vue, qui m'a fait penser à toi, Lovla, c'est alors The Gottman Institute, j'ai découvert ça, c'est des thérapeutes, coachs qui ont mis en place, ça a l'air un peu une secte, mais bon, qui ont mis en place toute une méthode pour créer des fondations solides de couple. Mais c'est lui qui a écrit le livre The Science of Trust. Ah voilà, écoute, on y revient. Et du coup, il a toute une méthode pour créer des bases solides. Et son premier point, c'est de créer une love map. Et toi, tu as fait ça en amitié, on en avait parlé, que tu avais une amie, au début, vous étiez là en mode on veut trop apprendre l'une sur l'autre rapidement, du coup, on va se faire une frise de nos vies. Une frise chronologique de nos vies, et comme ça, on pourra vraiment se raconter ça l'un à l'autre. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qu'il propose de faire dans les débuts de relation pour vraiment apprendre à se connaître. Et il peut y avoir toute cette partie aussi psychologique en fait, c'est quand même cool d'avoir une connaissance approfondie des difficultés du fonctionnement. C'est ça, pour après pouvoir après se replacer dans une responsabilité partagée, une manière de fonctionner qui corresponde aux deux. Après, ce qu'il propose, c'est qu'en fait, la love map, c'est pas juste une fois au début, c'est qu'après, ça évolue avec le temps, parce qu'évidemment, on n'est pas figé dans une version de nous-mêmes à un moment donné. Et du coup, je trouvais ça intéressant à faire dans une manière un peu positive, en plus assez créative et tout, de se présenter soi à l'autre. Voilà, et aussi tous ces potentiels enjeux de santé mentale à un moment donné, quoi. Ouais, je trouve que pour le coup, moi j'ai le problème du SPM et des règles où je suis super fatiguée, où je suis pas capable de faire grand chose et tout. Et du coup, je suis vraiment
je pense que du coup, je surcommunique. Je suis là en mode, ok, là, ça va pas du tout. Est-ce qu'il faut que je prenne plus? Est-ce que là, ça va? Tu peux me prendre en charge un peu et faire à manger ou quoi? Et je pense qu'en vrai, il y a pas. Enfin, je dis je surcommunique, mais je pense qu'il y a jamais de surcommunication quand il s'agit de santé mentale, parce qu'au final, pour bien se comprendre, mais c'est parce qu'on vit ensemble aussi, pour bien se comprendre et savoir comment prendre l'autre. Parce que je vois, encore une fois, on va parler de Love is Blind, mais il y a une situation, je vois une Cette thématique. je vois une scène très spécifique où quelqu'un est fatigué et lance une conversation difficile. Et ça, c'est vraiment pas du tout. Enfin, je sais qu'il y a plein de fois où moi, du coup, je suis chercheuse d'embrouille quand j'ai mon SPM. Donc, je vais être là en mode, ce sujet-là, il est compliqué. Je vais vraiment aller creuser mon anxiété en posant cette question maintenant, ce qui est un mécanisme super malsain, mais c'est l'anxiété qui parle, quoi. Et en fait, il faut que l'autre personne en face soit capable de me dire, je pense pas que ce soit une conversation qu'on peut avoir maintenant, pour que je me rende compte que, en effet, c'est pas une conversation qu'il faut aller avoir maintenant. Mais après, bon, des fois, je m'en rends compte, je suis là en mode, non, là, je suis juste en train de dérailler complètement. Mais ça nécessite aussi bien de se comprendre et de savoir comment prendre l'autre personne, quoi. Oui, et que c'est important de placer ses limites. Il y a quelque chose de se dire, pour comprendre l'autre, il faut toujours être là, présent, mais qu'en fait, c'est aussi nourrir la relation, qu'à un moment, placer une limite, de dire, en fait, je vais pas pouvoir te parler, on va pas pouvoir en discuter ce soir, parce que c'est pas possible pour moi. Par contre, on peut prendre un moment demain pour en échanger. Oui, c'est vrai. Surtout avec les enjeux de santé mentale, je trouve, avec le numérique, où en fait, on peut parler aux gens à n'importe quel moment pour leur dire n'importe quoi. Il y a des moments donnés où on peut vraiment faire un truc de dire quelque chose d'hyper, et ça m'arrive souvent, et de le faire et de le recevoir, de super profond à quelqu'un sur une difficulté, à un moment qui est le nôtre, et avec un peu l'exigence de l'autre côté. Et ça, c'est une exigence dont on n'a pas parlé, mais de est-ce qu'il faut répondre tout de suite? Et si je réponds pas tout de suite, je suis pas une bonne amie. Ce qui crée quand même des enjeux, même pour sa propre santé mentale, par rapport à cet outil numérique où à n'importe quel moment, n'importe qui peut nous dire quelque chose qui à un moment peut devenir un peu tentaculaire, quoi. Ah oui, si, ça me fait penser, il y a pas longtemps, je suis tombée sur un thread avec quelqu'un qui disait que, en gros, ça faisait un moment qu'il était en couple avec une personne qui était dépressive, et qu'en fait, il en pouvait plus et il était vraiment au bout, quoi. Et que lui-même, ça commençait à devenir une atteinte à sa santé mentale, trop dangereuse, en fait. Et que du coup, il avait bien sûr pris des précautions, genre s'assurer que la personne, elle pourrait avoir une aide de ses amis, etc. Mais que du coup, il avait décidé de quitter cette personne parce qu'en fait, il était là, comme tu disais, quoi, la bouteille d'oxygène, il avait plus sa propre bouteille d'oxygène, quoi. Ouais, Donc il était là, là, en fait, je peux plus. Ouais, il y a des études qui montrent, à la base, je voulais pas le dire parce que j'étais en mode, ça plombe vraiment le sujet, mais qu'en fait, il y a une contamination en termes de dépression, et qu'en fait, il y a plus de risques que l'autre personne du couple crée une dépression si elle est avec une personne qui traverse elle-même un épisode dépressif, et que ça touche plus les femmes que les hommes, la contamination. Voilà, parce que voilà. Et ce que je trouve aussi intéressant dans mon propre exemple, où en fait j'étais là, quand j'étais avec ce mec qui était là en mode, je vais mal, j'étais là, oui, il faut le comprendre. Et maintenant que c'est moi-même qui me rends compte que en fait j'ai quand même des enjeux qui peuvent avoir une conséquence sur mes relations sociales, les impacter. Je suis de nouveau dans la peur de mais est-ce que je vais être acceptée par l'autre? Et j'étais là, c'est quand même toujours moi qui suis en mode, comment est-ce que je comprends l'autre, ou est-ce que je vais être acceptée par l'autre en étant moi-même, en ayant des différences ou des choses qui peut-être demandent des adaptations à un moment ou à un autre, quoi. Donc bon, je trouvais ça intéressant comment vraiment tout ça parlait de mes propres peurs d'être moi-même. Voilà. Non, mais particulièrement, je pense, quand on a un TDAH, ce qui est aussi mon cas, il y a vraiment des situations où c'est plus difficile pour... c'est juste... Le quotidien est chaotique, quoi, quand on a un TDAH. Donc, c'est sûr que quand tu vis avec quelqu'un spécifiquement, ça peut... tu vois quel impact ça peut avoir sur l'autre personne. Et du coup, c'est difficile de pas culpabiliser, de voir cet impact et d'être là en mode, ok, juste c'est comme ça que je suis. C'est pour ça que c'est important de prendre en effet la responsabilité aussi, de dire, ok, bon, en fait, je suis comme ça, mais comment on peut trouver les ajustements pour que ce soit ok dans notre relation et que ce soit pas un point négatif de notre relation. C'est clair que le quotidien, c'est un grand enjeu, et je l'ai vécu à plus faible dose quand j'étais en colocation. En fait, moi, ça me donnait de la structure. Par exemple, toutes les questions de faire le ménage et tout, la colocation, ça donnait cette structure-là. Et en même temps, il y a quand même eu des moments où ça a créé des tensions parce que j'ai pas fait assez, ou qu'à un moment, j'avais quand même
mal pour un truc et que j'ai pas fait la vaisselle pendant quelques jours et que ça m'a été reproché et tout, et que c'est ça, le TDAH, ça affecte notamment des choses du quotidien, voilà, vraiment des trucs très triviaux, de pas faire la vaisselle, voilà, à un moment de pas avoir la motivation ou quoi de faire des choses, et que ça crée des enjeux dans la vie en communauté, quoi. Moi, par exemple, cette semaine, c'était une semaine un peu difficile et mon copain était là en mode cette semaine, il n'y a pas une seule fois où tu as quitté la maison en éteignant toutes les lumières. Oui. J'étais là, ok. Oups. Parce que t'oublies un truc et t'espères que c'est pas le four. Si Oui, c'est une lumière, ou le c'est gaz. moins grave que le four. Oui. Ouais. Bon, peut-être qu'on peut passer à la dernière partie. Ta partie, Aurore? Et le cul dans tout ça. Et le cul dans tout ça. Et le cul dans tout ça. Oui, alors moi... On va parler un peu de cul. Un petit peu. Pour une fois, ça fait longtemps, pauvres auditeurs, auditrices, qu'on parle pas vraiment de sexe, qu'on parle de beaucoup de choses autres que la sexualité dans ce podcast. Mais après, là, je suis un peu... On fera en 2025 un moult épisodes sur la sexualité. Ouais, on verra. ce sera très On fait avec nos vies et ce qui nous anime, hein, donc apparemment, moins la sexualité en ce moment. Voilà. C'est l'hiver. Justement. Alors, moi, je vais vous Il y a parler... deux teams, hein. C'est vrai qu'il y a deux teams en hiver. Il y a Celles qui se rapprochent pour se Pour faire se des câlins, réchauffer. et celles qui sont là en Ceux qui mode... se il fait trop froid. Boire du Il fait trop chocolat froid. Ouais. Moi, il y a un truc de si je suis pas à moitié nue en permanence, j'ai moins envie. Ah ouais? En fait, c'est le fait d'être leuté, d'être à moitié nue, cette sensorialité de, tu vois, genre. Soleil. Et de me voir mon corps et tout, qui Pareil. m'amène à Same. encore plus facilement à la sexualité. Sous la couette. Donc moi, de quoi je voulais vous parler? En plus, j'ai lu 2 livres. Donc, j'en ai lu d'autres, mais... On rappelle qu'Aurore lit 1500 pages pour chaque épisode. Donc j'ai commencé par Come Together, qui est, donc je crois que c'est Jouir en cœur. Je crois que c'est Jouir en cœur, la version, le titre français, qui est le deuxième livre qu'a écrit Émilie Nagoski après Je jouis comme je suis. Je suis comme je suis, Azure. comme Azure. Et donc, pour la petite histoire, donc qui est sa petite histoire, elle a écrit ce livre parce que après avoir écrit son premier roman, n'importe quoi, son premier livre qui était sur sur faire l'amour, le désir, le plaisir, elle était après dans une phase de panne sèche où elle avait plus du tout envie de faire l'amour avec son mari. Et elle était, je viens d'écrire un bouquin pour dire aux gens comment retrouver le plaisir, faire l'amour, tout ça. Et là, franchement, j'ai plus de corde à mon arc. Je suis là, j'ai écrit tout ça et tout ce que j'ai écrit, j'arrive pas à l'utiliser mettre pour en œuvre. moi-même. Ça marche pas. Ah, les cordonniers mal chaussés. Et Ça en arrête. Ouais. Et donc, elle est partie, pas dans une quête, mais bon, dans une... ça l'a amenée à écrire ce deuxième livre qui est en fait comment arriver à être dans cette recherche de plaisir à deux, comment dans une relation long terme, comment arriver à avoir une vie sexuelle épanouie. Et en fait, quand moi je vous entendais parler, j'avais envie de dire, j'aimerais bien commencer ma rubrique en disant, moi je vais vous donner les 2 trucs, les 2 exigences qu'il faut absolument avoir. Très bien. Non, mais On c'est a bien. parlé des trucs qu'il fallait Oui, pas on n'a exiger, mais pas là, il faut arrêté exiger. de dire, faire la... Il faut rien ouais, exiger. c'est Moi ça. je dis, si, vous allez exiger 2 choses. On a dit, faut rien exiger. En même temps, c'est hypocrite de croire qu'on va rien exiger. C'était un peu ça le début de l'épisode. Donc moi je vous dis plutôt, si vous devez exiger des choses, c'est ces 2-là, c'est d'admirer votre partenaire et la confiance. Ok. Et donc en fait j'ai lu un autre livre parce qu'elle en parle dans son livre, donc parce que Emilia Nagoski elle en parle dans son bouquin qui est donc là j'en ai déjà parlé, The Science of Trust, et donc lui il parle vraiment de la confiance. Et donc pourquoi je voudrais vous dire que ces 2 choses-là il faut absolument les avoir, parce que ce sont ces 2 choses-là qui vont vous permettre ensuite d'avoir une vie sexuelle épanouie avec un partenaire long terme. Donc est-ce que je vais arriver à finir ma boucle après vous? Bon, en fait, Ça va bien se passer. Émilie Nagoski, aussi l'autre truc donc qu'il faut pas exiger, par contre, c'est d'exiger du désir. Faut arrêter. D'exiger de l'autre ou de soi? De soi-même, de tout le monde. Ok. Ça Il faut marche pas, arrêter. quoi. De quoi? C'est juste que ça marche pas. C'est pas... C'est pas réaliste, Pas, quoi. quoi. c'est pas ça qui fait que ça va être bien. C'est pas en ouais. se focalisant sur il faut que j'ai du désir, c'est pas en se concentrant sur le problème du désir que on va avoir une vie sexuelle épanouie.
Donc, en fait, le problème de focaliser sur j'ai pas de désir, faut du désir, c'est que en fait, ça. Quoi? Qu'en fait, c'est pas du tout un truc ça fait juste du moulin du grain dans le moulin, de l'eau dans le moulin. Et en fait, c'est pas du tout un truc un accélérateur, c'est pas du tout un truc qui rend ça félicite pas. C'est souvent que je le fais, ce phallus. Et ça n'amène pas vers la sexualité. C'est pas ça qui va nous donner plus envie finalement. Non, c'est plutôt un truc qui appuie sur les freins, sur le frein de. Donc ça nous empêche, en tout cas, nous donne moins envie. Oui. D'entrer en sexualité. Oui. Et en fait, pour Émilie Nagoski, la solution, c'est de se concentrer sur le plaisir. L'important, c'est le plaisir. Et c'est pas le désir qui importe. Et voilà, c'est ce qui est important, c'est le plaisir. Et parce que, en fait, pour elle, du sexe qui est chouette sur le long terme, c'est pas tellement sur combien à quel point vous en avez envie, c'est plutôt à quel point le sexe que vous avez est bien. Tout simplement, peut-être, tout bêtement. Et donc, la satisfaction sexuelle, elle vient de la façon dont vous vous connectez avec votre partenaire durant des moments de complicité, d'intimité. Et donc voilà, pour elle, le plaisir, c'est la mesure du bien-être sexuel. Et en fait, le problème, c'est qu'on nous a dit que en fait, le plaisir sexuel, ça devait être facile et évident, et que si c'était pas facile et évident, c'est qu'il y avait un problème. Le désir ou le plaisir aussi. Le plaisir aussi. Ah oui, ok. Il n'y a pas une chanson qui fait le plaisir aussi. Non, qu'est-ce qui fait le plaisir aussi? Je l'ai sur le bout de la langue. Aussi. Quelque chose comme ça, ouais. C'est vous chiant. l'aurez, On n'arrête auditeur, pas auditrice, on l'épisode. dirait. Quelqu'un n'a pas trouvé d'où c'est venu. Allez. Et puis surtout, on nous a dit que le plaisir, ça venait tout simplement du fait d'être touché au bon endroit, de la bonne façon, par la bonne personne, et que ce contact physique par cette personne, forcément. C'est que c'est super, et qu'en fait, si parfois c'est pas super, c'est qu'il y a un problème. Alors qu'en réalité, le plaisir, c'est pas juste le bon endroit de votre corps qui est touché de la bonne manière, c'est au bon endroit, de la bonne manière, pas la bonne personne, au bon moment. C'est tout. En fait, il y a toute une histoire de contexte, en fait. Le plaisir, en fait... C'est une équation à 15 inconnus, en fait. Ouais. C'est ça. En tout cas, avec beaucoup de variables. Il y a beaucoup... oui, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de choses qui font que c'est plus dur, plus ou moins facile d'accéder au plaisir. En fait, le plaisir, c'est vraiment une sensation dans le bon contexte. Donc, il y a des sensations qui peuvent être très agréables, géniales, spectaculaires dans certains contextes, et dans d'autres qui peuvent être terribles, horribles. Vraiment, tout dépend du contexte. Et comment on arrive au bon contexte? Et déjà, le bon contexte, qu'est-ce que ça? C'est en plus c'est les bonnes circonstances extérieures, mais aussi les bons états intérieurs. Donc, c'est fait beaucoup. Et, tout un programme d'avoir une sexualité sur le long terme. Et aussi pour essayer de voir le désir un peu... En fait, ce qu'il y a, c'est que le désir, c'est sûr que ça peut être cool, mais ça peut aussi être très douloureux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de désirer quelqu'un de manière très intense et qui était quelqu'un qui était inaccessible? Ouais, moi j'ai passé ma vie à ça. J'ai l'impression que c'était vraiment un de mes grands passe-temps de désirer des personnes inaccessibles pendant de longues heures. Alors qu'en général, le plaisir, ça fait toujours plaisir. Wow. Alors, là, j'espère que le plaisir. Auditeur, auditrice, vous avez l'impression de... Pour le plaisir. Non, j'ai pas cette chanson. Julien Lepers, je crois. Mais je suis partie sur une chanson de Lepers. Le désir. Moi, en fait, moi, je sais pas pourquoi je pense à l'envie d'avoir envie. En fait, quand. Mais en même temps, il est pas loin. Ouais, l'envie d'avoir envie, c'est un peu ça, l'envie d'avoir envie. Le contexte sémantique est là. Là, ouais. Et donc, si le plaisir, c'est toujours pleasurable, si le plaisir, c'est toujours du plaisir, et que le désir, parfois c'est du plaisir et parfois c'est pas du tout du plaisir, c'est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus logique de se focaliser sur le plaisir. On en parlait dans l'épisode du désir où je parlais de Sofia Coppola on en parlait de ses œuvres qui sont toutes sur des désirs mais qui apportent pas du plaisir, quoi. Oui. Des désirs réfrénés, des désirs impossibles, des désirs de être riche alors qu'on l'est pas, de avoir des choses qu'on n'a pas, Oui, on en parle d'ailleurs dans le désir, il y a de Nietzsche, il y a les plaisirs qui te font grandir, le plaisir. Oui, c'est ça. Donc revoyez réécoutez l'épisode sur le désir. Oui. Donc
Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant de se concentrer sur comment accéder au plaisir et pas sur comment accéder au désir. Donc le désir, finalement, c'est un petit bonus sympa, un peu comme des orgasmes simultanés. C'est sympa quand c'est chouette quand ça arrive, c'est super sympa, mais c'est pas nécessaire et c'est pas ça qui fera que ce sera satisfaisant. Enfin, c'est pas ça qui rendra le tout satisfaisant sur le long terme. Même si tu as dit dans un autre épisode que c'était la seule manière dont il fallait à présent se demander en mariage. Ah oui. Ça, par contre, c'est indispensable. Parce que les bagues, elles sortent quand... Bon. Et c'est comme ça qu'on fait les mariages, les enfants. Alors... Et aussi, donc, pour les gens pour qui l'idée de spontanéité, c'est très important, on peut aussi... Donc, ça se décide pas, la sexualité, parce qu'on en a déjà parlé de cette idée qu'on a toute une vision de la sexualité, ça se décide pas, ça arrive dans le moment. Oui. Et ça peut pas être planifié, orchestré. Voilà. Ouais, donc pour les gens pour qui la spontanéité est importante, il faut essayer quand même de se dire que la spontanéité, c'est quand même un peu moins important que le plaisir. C'est bien, c'est didactique. Allez, ça rentre dans la tête. J'ai compris. Et donc, ce que suggère Emilia Nagoski, c'est aussi de discuter avec votre partenaire du contexte qui permet de favoriser le plaisir. Et donc, et elle va même dire que finalement, ce qu'elle vous suggère, c'est de parler. Les gens qui ont une sexualité, elle, dans sa pratique, comme elle est thérapeute, qu'elle fait de la recherche, elle a vu beaucoup de gens parler de leurs expériences sur des périodes de couple très longues. Et elle dit, en général, les gens qui ont une sexualité épanouie, ils ont passé beaucoup plus de temps à parler de sexualité avec leur partenaire qu'à en faire. Mais ça peut être aussi sympa. C'est pour ça qu'il faut écouter le bisoudrome en couple, parce que c'est d'autant d'occasions. Et parce que la sexualité, c'est une activité. Parler de sexualité, c'est aussi une activité. Oui. Donc c'est quand même. Mais c'est juste que quelque chose. Il y a des gens qui vont dire mais j'en ai marre d'en parler. Je voudrais juste. Allez, je vais faire simplement sans qu'on en discute pas. Bah oui. Enfin, tu peux comprendre parce que c'est des idées qu'on te met que ça doit arriver comme ça. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Et tu parlais, du bon contexte, de réfléchir au bon contexte. C'est intéressant de se dire, on en parlait dans cette Love Map, mais de se dire aussi quand on discute de son couple avec l'autre, comme on peut discuter de ses attentes, de ses valeurs, de ce qu'on veut, d'être là en mode, qu'est-ce que c'est un bon contexte de Oui, parce que pour certains, un bon contexte, c'est juste nous deux tout nus. Oui. Et pour d'autres, c'est alors, il faut que les enfants aient fait leur devoir, que la lessive soit faite, que le lave-vaisselle soit vidé. Et tout est... qu'on peut aussi, il y a aussi, pareil, des compromis de s'adapter à l'autre. Je lisais, dans la mesure de, vous allez voir, mais j'ai lu La salope éthique, rien à voir, c'est du coup un manuel de référence sur le polyamour dont j'ai déjà parlé. Et une des personnes disait que pour sa partenaire, qui est d'ailleurs l'autre personne qui a écrit le livre, c'était très important, en tout cas, elle a très envie que la sexualité, ça arrive après une bonne douche, qu'il y avait ce côté, on se douche et après, on fait de la sexualité. Et que pour l'autre, c'était là en mode, bof, pas si important, mais en même temps, quand je suis avec elle, qu'est-ce que ça me coûte ? En fait, moi, ça me va bien de lui offrir ça, que on fait ce truc rituel, on se douche et puis on fait de la sexualité, Enfin, voilà. Que des fois, c'est des choses qui semblent, on n'y pense pas, des petits trucs il y a des sur soi et sur les autres. Il y a des exigences. Il y a des exigences qui paraissent plus faisables et acceptables, quand il y en a d'autres qui sont pas forcément, tu disais la spontanéité, mais il y a aussi par exemple la fréquence qui peuvent être, qui fonctionnent pas, ça peut pas, spontanément ça peut ne pas fonctionner, se dire 2 fois par semaine ça peut aussi ne pas fonctionner, voilà. Après souvent ce qu'elle dit aux gens qui ont qui vont dire pour moi c'est important qu'on le fasse 3 fois par semaine, elle va dire pourquoi c'est important, qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que la sexualité, qu'est-ce qu'elle a comme rôle pour toi, qu'est-ce que tu cherches quand tu as un rapport sexuel avec ton partenaire. Il y a beaucoup c'est parce que souvent le cas classique c'est le partenaire masculin qui demande plus, et sa partenaire féminine, souvent, elle demande moins. C'est un cas fréquent qu'elle rencontre. Et en fait, souvent, elle se rend compte que pour les hommes, c'est un moyen pour eux d'avoir de la tendresse, de la proximité, et les femmes, elles arrivent à l'obtenir autrement. Et donc, là, je vous renvoie. Alors, c'est vraiment l'épisode qui conclut tous les autres. J'ai l'impression de renvoyer vers tous les épisodes, mais je vous renvoie sur l'épisode du toucher. Oui. On discutait aussi de ça, que le toucher, c'est un besoin
vitale qu'on a tous et qu'on a tous besoin d'intimité, de tendresse et tout, et que Ouais, des fois la d'amour. sexualité vient d'amour et la sexualité des fois vient remplir ce rôle, mais ça pourrait être très bien rempli d'autres manières et que c'est aussi intéressant de réfléchir à ça, quoi. Ouais, qu'elle peut mal répondre à des besoins qui pourraient être mieux. Bah, oui, potentiellement, c'est auxquels on pas ce qu'on pourrait mieux cherche le répondre plus, et autrement, quoi. potentiellement, c'est aussi pas ce qui convient à sa partenaire, alors que peut-être un câlin, de la tendresse, passer l'épaule en regardant un film, enfin le bras sur l'épaule en regardant un film le soir, ben, ça peut répondre à ses envies de tendresse, d'intimité et tout. Puis après, il y a aussi quelle sexualité, quoi, et quelle Oui. pratique. Enfin, ça peut être super variable Oui. d'une fois à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'une période à l'autre. Bah, elle insiste Ouais. aussi sur le fait que c'est normal de ne pas désirer une sexualité qui nous plaît pas. Des fois, elle faut qu'elle le rappelle. Elle dit, si les rapports sexuels que vous avez avec votre partenaire, dans le fond, ça vous plaît pas, en fait, c'est normal que vous Que n'en vous ayez ressentiez envie. pas. Ouais. Donc, il faut que vous construisiez ensemble une sexualité qui vous construisiez une Ce sexualité qui qui vous plaît demande de vraiment, nouveau qui vous donne vraiment du plaisir. d'en parler, puisqu'en fait, c'est aussi toujours Oui. cette image de on va spontanément savoir ce qui va à l'autre, et ce qui lui plaît et ce qui me plaît. Et ouais, donc vous aviez ouvert plusieurs portes. Donc elle redit oui, effectivement, que ce qui est vital, dont on a besoin pour vivre, c'est l'amour, c'est vital. La sexualité ne l'est pas. Tu peux vivre sans sexualité sans mourir, mais comme pour certaines personnes, l'amour et la Est très sexualité sont intriqué. très liés et ils n'obtiennent pas. Pour eux, ils obtiennent vraiment de l'amour grâce à ça. Donc il faut trouver d'autres moyens Désintriquer, de. les deux. Intriquer les deux. Oui, la Même si sexualité, c'est quand c'est un même hobby, lié, hein. même si c'est quand même lié, même si c'est quand même lié à l'amour, la Oui. sexualité. Ok, et donc voilà, donc cette idée que les couples qui arrivent à créer une sexualité épanouie sur le long terme, donc ce sont des gens qui parlent beaucoup de sexualité, et en fait, elle incite les gens en couple, à voir le fait de créer le bon contexte et de se concentrer sur le plaisir comme quelque chose un troisième élément c'est un peu comme quand on dit les gens qui s'aiment, c'est les gens qui regardent dans la même direction. La direction à regarder ensemble, ça va être le plaisir. Ça devient un projet. Ça devient un projet de couple. Ouais. Réellement, elle dit oui. Elle dit oui. Elle dit que les couples qui ont une sexualité épanouie sur le long terme sont des gens qui décident que la sexualité est importante pour eux et que vraiment ça fait partie de leur vie de couple de faire en sorte que leur sexualité soit épanouie. C'est vraiment un projet comme un d'autres. projet comme On d'autres. sait que les couples fonctionnent sur les projets. Après, ça peut être autre chose. Enfin, Oui, le oui. projet, ça peut être partir en week-end, faire. Enfin, voilà. Mais oui, c'est un projet comme un autre, finalement, la sexualité, quoi. Oui, c'est pas un truc qui est jamais abordé. Aussi, autre chose qu'elle soulève et qu'il faut soulever, c'est quel est votre rapport au plaisir? Parce que parfois, on peut avoir peur du plaisir ou se dire « Ah bah ça, c'est trop de plaisir, c'est dangereux » C'est pas un truc qu'on se dit souvent comme ça, mais on peut avoir des associations un peu inconscientes en se disant « Là, c'est L'huile de trop sésame, plaisir. par exemple. Léina, elle veut pas acheter d'huile de sésame. Trop de plaisir. Trop de plaisir. Non, mais oui, moi, j'ai Et des... qu'après, elle le mange trop vite. Ah non, mais moi Parce j'ai qu'elle des aime nourritures trop qui me l'huile de rendent, sésame. mais j'ai des enjeux obsessionnels. Donc en fait, j'ai des nourritures qui me rendent. Mais moi, c'est pour le coup. C'est le premier exemple qui m'est venu. Trop de plaisir, l'huile de sésame. Non, mais Léina. en sexualité, c'est un vrai enjeu pour moi. J'ai parlé dans d'autres épisodes que j'ai mis longtemps à avoir un orgasme partagé déjà, et je pense qu'il y avait déjà cette idée de oh là, trop de plaisir. En fait, c'est partir d'un certain contrôle et en fait, c'est être très vulnérable et que j'avais du mal à lâcher prise et à accéder à cette vulnérabilité. Je me rends compte maintenant que mon anxiété et tout, enfin bref, joue dans ce grand truc. Et même maintenant, ça m'arrive encore parce que du coup, maintenant, j'ai des orgasmes, mais dans certaines circonstances, qu'il y en a d'autres où je suis là en mode, mais là, c'est trop puissant et que je suis là, je suis pas capable de gérer ce niveau de plaisir. En mode, j'ai un peu peur de le laisser exploser, quoi. Oui. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est très vivant en moi. Et donc ça, en fait, au début, je voulais parler que de ça, et puis après, je me suis dit, parce que je trouvais ça sympa comme image, et donc je pense que je vais juste... ce sera un petit teasing pour que vous lisiez le livre, parce que vraiment, elle aborde plein de trucs qui sont très, très intéressants. De toute manière, dans ce podcast, on est très fan de cette femme. Donc, oui, j'aime... Il y a des trucs où c'est un peu on peut pas... Bon, très à l'américaine, où je suis un peu là, je sais pas trop si je suis d'accord. Mais en général, je bien trouve de garder que un c'est libre hyper arbitre. intéressant. Oui, en ben, lisant. je trouve que c'est hyper... Enfin, vraiment, il faut les lire, ces bouquins. Et tu changes vraiment ta façon de voir la sexualité. Et donc, l'autre
le petit outil qu'elle donne pour arriver à se comprendre et à atteindre ce contexte interne qui favorise le plaisir, elle va elle conseille de se faire un petit croquis mental de votre maison intérieure, un petit peu, où chaque pièce serait un état émotionnel qui existe dans votre cerveau. Et il faut essayer de comprendre comment, parce que ce plan, il est très différent pour chacun, essayer de comprendre comment vous naviguez dans ces pièces, comment elles sont reliées entre elles, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas reliées entre elles. Et donc, je vais vous donner le nom de ces pièces. Donc, pour elles, il y en a... il y en a 7 principales. Il y en a 4 qui sont pleasure favorable, donc qui favorisent le plaisir. En tout cas, facile d'accès. Généralement, on passe de cette pièce vers celle du alors, elle utilise lust. Donc, je suis un peu embêtée parce que la traduction en français, c'est désir et ça marche pas. Plaisir. Mais on va facilement vers le plaisir. Vers un état, oui, favorable au plaisir. Donc, c'est des états qui sont agréables. On est motivé, on a envie d'être dans ces états-là. Donc, il y a donc l'état de lust. Il y a le jeu. Et en fait il y a plein de façons d'être dans cet état-là. Ça peut être faire des blagues, vraiment vouloir jouer à des jeux de société. Trop bien, on a énormément parlé dans ce podcast du jeu et de sexualité, donc c'est cool qu'elle revienne dans un état qui favorise le plaisir. Qui te donne envie d'entrer dans facilement d'aller d'un état à l'autre. Donc elle dit seeking, donc c'est un état de curiosité où tu as envie de découvrir des choses, d'apprendre, et l'état de care, donc prendre soin. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle divise cet état de care, du soin, en 2. Il y a le côté vraiment l'amour, la tendresse, un peu comme un cocon, et aussi le care où tu fais la vaisselle, où c'est le côté un peu finalement... pas gestionnaire de la maison, mais... On en parlait en début d'épisode sur les exigences de ton mec qui est là en mode, en fait, il fait il n'a pas envie que tu lui demandes, mais par contre, qui fait des trucs pour toi de care qui, en fait, font partie de cet état-là, quoi. Ouais, qui rendent l'environnement plus agréable. C'est ça. Et qui peuvent apaiser. Ouais. Et ce qui est intéressant avec ces 2 facettes du care, c'est que généralement, l'état où on est dans le cocon d'amour, c'est plus facile d'aller vers le désir. Mais quand on est dans ce care un peu plus pragmatique, ou limite, surtout quand c'est par rapport à ton conjoint, où tu peux limite avoir l'impression que ton conjoint est un peu dans une position d'enfant et toi de parent, c'est peut-être plus difficile de faire le lien vers la sexualité. La sexualité. Et les états, les 3 états qui sont eux par contre, alors pleasure adverse, donc qui ne facilitent pas l'accès au plaisir, où le plaisir semble assez loin, dur à atteindre, et ce sont donc déjà des états qui sont pas confortables. On a tendance à vouloir les éviter. On est motivé à éviter ces états-là. Donc il y a l'état de panique ou grief, donc de deuil, donc regret, tristesse. Il y a l'état donc de peur, donc et l'état de rage, et donc là colère. Et donc je vous invite à lire le livre où elle détaille vraiment beaucoup plus que là ces états-là et comment y accéder. Et elle donne aussi des petits exemples. Donc il y a son croquis à elle de sa propre maison, et il y a les croquis d'autres personnes. Elle parle de croquis d'autres personnes, ou par exemple d'un homme qui, lui, elle décrit un peu sa maison interne comme une pièce où tu aurais au centre... vous savez, comme avec un puits, comme un truc un peu à l'antique, un puits de lumière où tu aurais le lust, et tout autour tu aurais toutes les pièces, et que pour lui c'était limite très facile de rentrer, peu importe. Il y a ce puits de lumière au milieu de sa maison, donc voilà, c'est ça. De partout, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que pour elle, pour aller dans le lust, il fallait limite monter un étage où il y a un accès direct. Pour elle, elle disait, pour moi, à partir ma pièce la plus simple, la plus directe, c'est vraiment celle du jeu, celle de la recherche, de la curiosité, elle est reliée à celle du jeu, et après on va dans le désir. Et par contre, la plus éloignée pour moi, c'est la colère. Et donc, elle explique comment naviguer entre ces pièces. Expliquer à son partenaire, là, écoute, je suis dans la pièce de la colère. Donc, le seul truc que je vais te foutre dans le cul, c'est mon... je sais pas ce que c'est, mais ce sera douloureux. Et donc...
Donc, Mais oui. donc l'idée, c'est un peu de voir ça comme aussi un jeu, ou une opportunité de faire à Pour se comprendre, pour se comprendre l'autre. comprendre, Et en comprendre fait, l'autre, c'est être tout un ami. travail de régulation et de compréhension de ses émotions, Oui. qui n'est pas forcément un terme je pense qu'on l'a abordé en filigrane sur plusieurs épisodes, mais que c'est intéressant de se dire, oui, la sexualité, évidemment, son état émotionnel y participe, quoi. Mm. Et ça me faisait penser, parce que je reviens sur la santé mentale, que aux personnes qui ont un TDAH, on conseille aussi particulièrement de planifier la sexualité, parce que c'est possible que si elle n'est pas planifiée, elle est oubliée ou il se passe autre chose. Il y a c'est aussi le côté d'en faire un projet, quoi, et que si on a ou de l'inattentivité et ou de l'hyperactivité, Attention, je pense que ça suffit. oui, de l'inattention, oui. Ça fait beaucoup inattention. En fait, on peut vite passer à autre chose et que ça peut être quand même une méthode, même si après, il faut être relié à soi et qu'évidemment, le consentement, c'est tout le temps, mais qu'il y a quand même quelque chose dans le fait de vraiment, c'est ça, en faire un projet, le planifier, dire ça va être à ce moment-là, on va se prendre le temps, qui peut être bénéfique, quoi. Oui. Et donc, je reviens aux 2 trucs que j'ai exigé que vous ayez. Et après, on termine cet épisode. On termine Trop cet long. épisode qui était la confiance et l'admiration, parce qu'elle dit que, en fait, pour parler de tout ça, c'est quand même vachement plus simple quand on le fait avec quelqu'un en qui on a confiance et qu'on admire. Ok. Donc, Voilà. des belles et aussi des exigences, confiance et admiration qui sont, on en parlait comme être ému par le physique de l'autre, plutôt du l'ordre des émotions, du plein de ce qu'on ressent, plutôt que un set de critères physiques, qui en plus sont tellement évolutifs au cours de la vie. Ouais, ou même moraux, parce que des fois on est là en mode ok, je vais l'admirer si c'est un agrégé de philosophie, j'en sais rien, et du coup le critère c'est être agrégé de philosophie plutôt que je ressens de l'admiration pour cette personne qui est beaucoup plus englobant, beaucoup plus large et qui permet beaucoup plus de possibles à l'intérieur. Et du coup, je voudrais juste conclure parce que je voulais à la base parler de Charles Pépin et qu'on en a déjà beaucoup parlé. Lélina, elle était là. Je l'ai censuré. Non, mais elle avait 2 idées de sujets, dont cette discussion incroyable sur Reddit, et moi je trouvais ça trop fun. Voilà. Mais du coup, Charles Pépin, dans la rencontre, il dit qu'il faut garder la capacité à être surpris et que quand on a une liste de critères en tête, on a des œillères et qu'en fait, il faut justement pour rencontrer quelqu'un et pour être présent dans la relation, il faut pas avoir ces œillères-là, il faut accepter la surprise. Et je trouve que le côté admirer quelqu'un, ça fait partie aussi de ok, je prends cette personne et je vois qu'est-ce qui dans son être, dans ce qu'elle me renvoie, me surprend et me donne envie d'en savoir plus, de construire une relation, etc. Et c'est peut-être quand même plus intéressant que de se dire je cherche une personne aux yeux bleus qui pèse tel poids et qui fait telle taille, quoi. Et ce qui, pour rejoindre les maisons, ça va aussi très bien. Enfin, je pense que si on a cette capacité à admirer, à être surpris par l'autre, je m'imagine plus rentrer dans la maison du jeu et dans la maison de la découverte que il dit sans ça, quoi. Et du coup, homogamie, enfin bref, il dit ça aussi. Il dit en fait, si on cherche quelqu'un qui nous ressemble, il n'y aura pas cette surprise. Et du coup, c'est ça aussi, c'est le côté avoir cette liste de critères, c'est comme si on cherchait son double et que du coup, on peut pas. Et surtout qu'en fait, c'est faux, puisqu'en fait, même si on choisit quelqu'un qui nous ressemble d'un point de vue sociologique, en réalité, cette personne n'est pas nous et elle a plein de choses en elle qui sont surprenantes. Mais après, la question, c'est est-ce qu'on va et est-ce que l'autre va dans le sens de cette découverte de l'autre. Et du coup, on a parlé du Love Map, on a parlé de plein d'outils. En fait, il y a plein de manières d'aller à la découverte de l'autre pour ce qu'elle est vraiment, où on peut continuer à croire que en fait, on est un peu pareil et que voilà, on n'a pas besoin d'aller à la découverte de l'autre parce qu'on a mis tous ces critères en place et que l'autre nous ressemble. Enfin, j'en sais rien. Ouais, puis qu'une fois qu'on a coché les cases, c'est bon. Oui, quoi. c'est Cette bon, personne ça roule. correspond et on s'intéresse même plus à elle parce qu'on sait que c'est bon, elle est dans les critères qu'on avait posés. Donc, Mais après, je suis peut-être un peu optimiste où j'ai trop écouté les podcasts, la ex ou Crush, mais j'ai l'impression que des fois, la vie, enfin, c'est pas qu'elle te rattrape, hein, la vie te rattrape, mais parfois, il y a des histoires que j'entends souvent où les gens disaient je voulais plutôt ça, j'attendais ça, et puis là, cette personne-là était pas du tout comme ça, mais en fait, l'émotion, elle te prend tellement que finalement, tes critères, tu y penses même plus parce que il y a quand même quelque chose dans les relations humaines où c'est pas, enfin, il y a plein de choses qui sont pas palpables, quoi. Enfin. Oui, mais en amitié, c'est pareil. Il y a des amitiés, je suis là en mode oh, je sais pas, et en fait, c'est devenu des grandes amitiés. L'inverse est possible aussi. Des fois, tu te dis ah, ben là, j'ai vraiment plus besoin de rencontrer des gens dans ma vie, et tout d'un coup, nouvelle personne arrive qui devient une super relation. Enfin bref. C'est vrai.
il y a quand même un peu de magie. La magie Bon. de Noël. Oui, la magie de Noël. Oui. Ben, on va du coup en finir là avec cet épisode et avec cette 2e saison du Bisoudrome. Donc déjà, bravo à nous d'avoir finalisé une 2e saison du Bisoudrome. Merci à vous de nous avoir écoutés et d'être fidèles à ce podcast pour la 2e saison. Voilà, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram. On a l'Instagram du Bisoudrome et l'Instagram personnel Lovela et moi, Lélina. Vous pouvez nous parler, nous raconter des choses sur cet épisode, voilà, réagir. Voilà, nous donner vos avis sur les exigences, qu'est-ce qu'il faut avoir comme type d'exigence ou pas. Voilà, nous laisser des likes, des commentaires sur les plateformes de podcast où c'est Ça possible. nous ferait très plaisir. Oui. Cadeau de Noël pour l'équipe du Bisoudrome. Parlez de nous autour de vous, c'est super, pour qu'on puisse grandir et continuer à faire un maximum d'épisodes. Voilà, et puis d'ici la saison prochaine, Des bisous. Le Bisoudrome.